Euh, Déjà, est-ce que ceux qui ont assisté à la présentation, il n'y a pas besoin d'avoir assisté à la présentation d'avant pour comprendre celle-ci, mais pour avoir une idée, ceux qui ont assisté à la présentation d'avant, pouvez-vous lever la main pour que j'ai une idée? C'est quasiment tout le monde, d'accord. Parce que je vais faire des clins d'œil aussi à celle d'avant. Ceux qui n'y ont pas assisté, vous inquiétez pas, j'expliquerai, mais du coup, c'est le fait que vous soyez nombreux, ça me donne envie encore plus de faire ce clin d'œil. Donc, le titre de cette présentation, c'est Aux sources de la lumière. Alors, bon, il se trouve que cette année, c'est l'année internationale de la lumière. Et en réfléchissant à la manière dont j'allais introduire cette présentation, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire par Aux sources de la lumière? Parce qu'effectivement, il y a une part évidente, c'est essayer d'expliquer comment sont nés les astres qui produisent de la lumière dans l'univers, les étoiles. Mais en même temps, finalement, ce dont on se rend compte de plus en plus dans l'astronomie moderne, c'est que entre l'image que nous recevons d'un télescope et la description qu'on en fait, il y a un monde qui vient d'une rencontre entre la lumière qu'on reçoit et la lumière finalement qu'on projette au sens du siècle des Lumières, c'est-à-dire la connaissance que nous avons, nous, a priori, quand on observe le ciel. La présentation qui a eu lieu avant sur le satellite Planck est un très bon exemple de ça. Vous avez une image avec des grumeaux rouges et bleus, et la personne vous montre cette image, et elle vous dit, voici le bruit de fond cosmologique du Big Bang, dans lequel vous pouvez voir des oscillations acoustiques qui sont liées à de la matière noire, dans laquelle rebondit de la matière baryonique chauffée par de la lumière. Le redshift, d'ionisation, je vous donne des choses techniques. Enfin, on peut sortir tout un tas de paramètres très très complexes, et ce que vous avez devant les yeux, c'est des grumeaux rouges et des grumeaux bleus. Et donc, et on se rend même plus compte nous-mêmes du fait que quand on regarde une image, on voit autre chose que ce qui est dans l'image. Et là, je vais vous dire tout de suite quelque chose que j'aime bien dire souvent en conclusion, mais je vais vous le dire tout de suite parce que du coup, il y a un lien. J'ai un ami qui est neurobiologiste et avec qui on donne des fois des conférences ensemble avec un magicien parce que finalement on est souvent confronté à de l'illusion. Et on s'est rendu compte qu'il s'est passé une révolution un peu analogue dans le monde de la biophysique. Dans les années 80, un chercheur espagnol qui s'appelle Rodolfo Linas a commencé à donner une théorie selon laquelle, en pratique, 95% de l'activité de nos neurones n'est pas liée à la perception. Quand on regarde une table, par exemple, 95% de l'activité de nos neurones au moment où on perçoit cette table vient de boucles internes, et seuls 5% vient de nos sens, de ce qu'on voit vraiment. Alors, je trouvais ça rigolo parce qu'en pratique, nous, quand on regarde une image avec des grumeaux rouges et bleus, on en déduit que 95% de l'univers est fait de matière noire et d'énergie noire, et que seuls 5% sont faits de ce qui fait de la lumière, justement avec un cerveau qui projette à 95% ce qu'il voit. Et il se trouve qu'effectivement, ça sort de nos théories. Et c'est raisonnable. Quand je vois cette table, il y a des lignes horizontales et verticales. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'informations pour savoir que c'est une table. Mais si j'avais jamais vécu sur cette Terre, si j'avais jamais vu de table, cette information de lumière ne me permettrait pas de savoir que la table est solide et que quand je vais m'appuyer dessus, elle ne va pas s'effondrer, de savoir que le bois est plutôt chaud, que le métal est plutôt froid, etc., qu'on peut manger dessus. Donc 95% viennent de projections internes et 5% viennent du fait que vous recevez l'information de la couleur et des lignes de la table. Donc ce que je vais vous raconter, c'est un peu la même chose. C'est finalement, on essaye de faire cet mariage harmonieux entre la lumière interne, c'est-à-dire notre modèle, et puis la lumière externe, ce qu'on voit. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que lorsque Rodolfo Linas a donné sa théorie, elle n'a pas été acceptée parce que tout le monde croyait que ce qu'on voyait du cerveau était juste un bruit de fond qui n'avait aucune information, jusqu'à ce qu'on mette des électrodes dans le cerveau d'individus et qu'on commence à mesurer une activité cohérente. C'est exactement ce qui s'est passé en 1964. Penzias et Wilson ont mesuré un bruit jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une plus grande finesse de mesure du signal et qu'on se rende compte que derrière ce bruit, il n'y avait que de l'information, ce qu'on pourrait appeler une forme de musique du Big Bang, en tout cas les germes des galaxies dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ça, il a fallu beaucoup d'années pour passer du bruit à l'information, et ça, c'est une projection qu'on a fait grâce à nos modèles.
Et c'est très troublant cette analogie. Alors vous avez ici une image de la nébuleuse de la Rosette qui a été obtenue avec le satellite Herschel, qui vous montre déjà la richesse de ce que peut voir Herschel. Et si je vous montrais l'image optique, je vous montrerai d'autres cas plus tard de cette image, c'est-à-dire l'image dans le domaine du visible, vous verriez que, en pratique, cette zone qui vous apparaît lumineuse est invisible dans le domaine du visible. Donc c'est de la lumière invisible, c'est de la lumière dans l'infrarouge lointain, et qui permet de voir, comme on va le découvrir ensemble, quelles sont les sources de la lumière, c'est-à-dire où germent les étoiles dans les galaxies. Et de la même manière, on va utiliser cette méthode pour voir comment germent les galaxies sur comment poussent les galaxies sur des germes qui sont nés du Big Bang, et qui sont justement ces fameux grumeaux rouges et bleus de l'image du satellite Planck. Alors là, c'est pas très facile à voir, c'est juste pour vous montrer un peu le genre de ciel nocturne qu'on pourrait voir, et effectivement depuis Paris ça ressemble à ça. Si maintenant j'ai fait une petite transformation là, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu? Des couleurs. Bon, on voit que. Alors ça, c'est un exercice qui est assez intéressant, c'est que quand on sait que les étoiles ont des couleurs, quand on regarde le même ciel, on découvre les couleurs des étoiles, et si on ne le savait pas, on ne le verrait pas. Donc c'est une façon d'illustrer cette idée qu'on projette nos connaissances. On ne voit pas les étoiles rouges et les bleues si on ne le sait pas. C'est pas évident de le voir. Et puis quand on le sait, on en voit partout. Donc bien sûr, quand on regarde un peu plus finement, on va trouver une tache nébulaire, une bande nébuleuse, une grande nébuleuse qui traverse le ciel. C'est la Voie lactée. Et ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette nébuleuse, ce sont ce que l'on appelle les constellations sombres, ces régions-là, et qui vont être paradoxalement le chaînon manquant entre l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire que ces zones sombres-là, vous allez le voir, sont les lieux où la plus grande quantité de lumière se trouve dans la galaxie, là où vous ne voyez rien. Alors un des premiers à avoir dit, parce que les atomistes l'avaient dit avant, mais avoir vu les étoiles de la Voie lactée, et avoir vu que la Voie lactée était faite de plein de petits points lumineux, c'était Galilée, dans le livre Le Messager des étoiles, parce que grâce à sa lunette, il a pu identifier les étoiles individuelles. Et quand on a voulu se situer en 3 dimensions dans l'univers et essayer de savoir quelle était la forme de l'univers, la première méthode qu'on a utilisée, c'est la méthode des parallaxes, qui vient du fait que lorsque la Terre tourne autour du Soleil, une même étoile va être perçue avec un angle différent selon qu'on est au solstice d'été ou au solstice d'hiver. Et le fait qu'on l'observe avec un angle différent, c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand vous clignez des yeux avec votre pouce près ou loin. Bon, je ne refais pas l'exercice, mais vous pouvez vous amuser à faire ça. Bon, si, allez, on fait. Mettez votre pouce devant vous, clignez un œil et mettez le pouce devant le soleil. D'accord ? Gardez le pouce assez près, vous clignez un œil, vous mettez devant le soleil. Et puis maintenant, vous ouvrez cet œil et vous clignez l'autre. Vous allez voir que le pouce va se décaler. D'accord ? Maintenant, vous allez mettre le pouce à bout de bras. Et vous allez refaire le même exercice. Qu'est-ce que vous constatez ? Ça se déplace moins. D'accord ? Donc, c'est ce que fait votre cerveau tout le temps. Il sait que lorsque les choses se déplacent plus ou moins, c'est ça ça vient de leur distance. Et donc, votre cerveau passe son temps, avec ces 2 angles de vue, à mesurer les distances comme ça. C'est comme ça que vous vous situez en 3D. Le problème, c'est que quand les objets sont très très loin, la distance de vos yeux est pas assez écartée. Alors je crois que c'est dans l'âge de glace, il y en a un qui a des yeux comme ça. Lui, il doit voir beaucoup plus loin que les autres. Il doit avoir une vision tridimensionnelle fantastique. Bon, mais si vous voulez faire encore mieux, vous mettez un œil ici et un œil ici. Et c'est ce qu'on a fait. On a l'œil droit et l'œil gauche aux 2 solstices, et avec ça, on peut mesurer les distances. Donc en pratique, une étoile va faire une petite ronde, un cercle qu'on appelle une parallaxe. Alors ça, quand Aristarque de Samos l'a dit avant notre ère, et puis quand Copernic l'a dit ensuite, ça a été contredit, non pas sur le point de vue religieux, mais sur le point de vue scientifique. On ne voit pas les étoiles faire des petits cercles. Donc Copernic a nécessairement tort, on ne peut pas tourner autour du Soleil. Alors, en pratique, la raison pour laquelle, donc là c'est les 2 cercles, la raison pour laquelle, j'ai pas mis, attendez, je cherche ma transparent, le voilà. La raison pour laquelle
Voilà. La raison pour laquelle on n'a pas vu ces petits cercles, c'est tout simplement parce que le diamètre d'un de ces petits cercles, pour les étoiles les plus proches de nous, le diamètre que fait une étoile, pardon, le diamètre du cercle que suit une étoile parmi les étoiles les plus proches de nous est de 1/5 de l'épaisseur d'une feuille de papier d'aluminium portée à bout de bras. Donc vous imaginez une feuille de papier d'aluminium, c'est pas très épais, vous la coupez en 5 tranches, vous prenez 1/5 de ça à bout de bras et vous mettez ça en face d'une étoile. Ça, c'est le petit cercle qu'elle dessine. Et ça, c'est pour les plus proches. Donc, le fait qu'on tourne autour du Soleil provoque des petits cercles des étoiles, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et le premier Big Bang qui s'est produit, conceptuel, a été dû au fait que si on accepte le fait que la Terre tourne autour du Soleil, le fait qu'on ne voit pas les petits cercles des étoiles, les parallaxes, implique qu'elles soient beaucoup plus loin que ce qu'on pensait à l'époque. Et donc l'idée de Copernic a fait exploser l'univers. C'était un premier Big Bang, il a changé les dimensions de l'univers. L'univers ne pouvait pas avoir la taille qu'il avait tel qu'on le voyait avant. Alors ça a été mesuré au satellite, et maintenant on a une exploration très très fine des distances des étoiles dans l'univers. Alors la Voie lactée, qu'on peut voir ici disons, c'est une autre galaxie que je montre ici pour vous donner une idée de la Voie lactée. C'est une galaxie qui a à peu près 12 milliards d'années d'âge, à peu près 234 milliards d'étoiles, un diamètre de 100 000 années-lumière. La masse des étoiles dans la Voie lactée varie entre 1/10 de la masse du Soleil et 100 fois la masse du Soleil, et la majorité des étoiles dans la Voie lactée a à peu près 1/3 de la masse du Soleil. Alors, je vais tout de suite vous dire un élément qui est très important pour nous, c'est que les différents types d'étoiles, avec leurs différentes masses, nous donnent une dimension temporelle quand on observe l'univers. Donc c'est là où on va commencer à projeter notre savoir. Pourquoi ? Parce qu'une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil ne produit pas 10 fois plus de lumière que le Soleil, mais 4000. 4000 fois plus de lumière que le Soleil. Or, le mécanisme par lequel les étoiles rayonnent leur lumière est toujours le même. Des protons, qui forment l'hydrogène, fusionnent entre eux pour former de l'hélium, et lors de la fusion nucléaire, l'énergie qui est libérée par le fameux E égale mc2 est à peu près de 0,7% de la masse de matière qui est convertie, qui fusionne. Donc 0,7% de la masse qui fusionne se convertit en lumière avec le E égale mc2. La lumière vient de l'énergie qu'avaient les particules libres, qui a été perdue lorsqu'elles ont fusionné. Un noyau d'atomes d'hélium a beaucoup moins de liberté, d'énergie, disons de degré de liberté, que les noyaux d'atomes isolés. Et c'est cette liberté qui est libérée sous la forme de chaleur au cœur des étoiles. Dans le Soleil, il y a 600 millions de masses, 600 millions de tonnes d'hydrogène converties en hélium à chaque seconde. Donc 0,7% de ça, 600 millions, 1%, ça fait 6, 0,7, ça fait 4, ça fait 4 millions de tonnes de matière se volatilisent dans le Soleil à chaque seconde. Donc entre le début et la fin de cette phrase, il y a 20 millions, 30 millions de tonnes de matière qui ont disparu, qui s'est volatilisée sous quelle forme ? Sous la forme de chaleur, qui s'est propagée au bout d'un certain temps jusqu'à la surface du Soleil, 15 millions de degrés au centre, 6000 degrés à la surface. Ici, la chaleur, elle ne peut plus se propager, parce que là, c'est le vide autour, alors elle produit de la lumière, elle l'envoie. Ça nous arrive, cette lumière nous arrive, nourrit la photosynthèse, qui accumule cette lumière pendant longtemps. Nous, on mange ça, et grâce à ça, on peut parler et bouger. Donc, en fait, cette lumière-là, elle est... le mécanisme est universel, mais lorsqu'une étoile fait 10 fois la masse du Soleil, ça a lieu en 10 millions d'années. Le Soleil, 10 milliards d'années, une étoile de 10 fois la masse du Soleil, 10 millions d'années. Donc, avec cette information-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir des étoiles qui font 10 fois la masse du Soleil, parce qu'elles sont beaucoup plus chaudes, beaucoup plus bleues, beaucoup plus massives, beaucoup plus lumineuses, et ça, on peut les reconnaître. On peut regarder leur couleur,
et je crois que je fais un bruit avec ça, je vais essayer de... On peut regarder leur couleur, et avec ça, savoir quelle est leur masse. Si vous savez ça, une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil vient de naître. Elle ne peut que venir de naître parce qu'elle ne vit que 10 millions d'années. Et 10 millions d'années, c'est un instant dans l'échelle de l'histoire de l'univers qui dure 13,8 milliards d'années, et même la Voie lactée, 12 milliards d'années. Donc 10 millions d'années, c'est pour nous un instant. Et donc, à chaque fois qu'on va voir des étoiles qui sont très massives, on va voir des étoiles qui viennent de naître. Or, les étoiles ne bougent pas très vite. Donc, quand vous voyez une étoile qui a la masse de 10 masses solaires, qui est bleue, chaude, fait beaucoup de lumière, elle vient de naître. Et donc, l'endroit où vous la voyez est l'endroit où viennent de naître les étoiles. Et quand vous regardez cet endroit-là, les caractéristiques de cet endroit vont vous informer sur le mécanisme à l'origine de la naissance de cette étoile, puisqu'elle est là où elle vient de naître. Par contre, une petite étoile, comme la majorité des étoiles de la Voie lactée, qui fait 1/3 de la masse du Soleil, a une espérance de vie qui est beaucoup plus longue que l'âge de l'univers. Elles ont donc pu naître il y a 10 milliards d'années, et l'endroit où vous les voyez n'a rien à voir avec l'endroit où elles sont nées. Mais vraiment rien à voir. C'est des centaines de milliers d'années-lumière, même beaucoup plus, qu'elles ont traversées. Et donc, ça ne vous donne aucune information sur ce qui se passe dans la physique. Donc on va chercher les étoiles les plus massives parce qu'elles nous donnent une information temporelle, et grâce à elles, on va essayer de savoir ce qui vient de se passer à l'instant. Et comme on peut regarder l'univers dans des tranches de plus en plus lointaines, on va voir ce qui se passe à l'instant, il y a 100 millions d'années, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards d'années, et à chaque fois, on va voir ce qui se passe à l'instant. Donc on va pouvoir faire un film qui va nous donner précisément comment les étoiles naissent aux différentes époques dans les différentes galaxies. Alors sur ce trajet qui va nous permettre d'essayer de remonter à la source de la lumière, on rencontre un obstacle qui sont ce S cosmique, par exemple, l'astrophotographe, je crois qu'on dit, Ed Barnard avait pris en photo à la fin du XIXe siècle, et ce S obscur, il avait appelé ça une nébuleuse sombre, et il a dit dans l'article qu'il a écrit que ces nébuleuses sombres vont vraiment jouer un rôle fondamental dans l'histoire de l'astronomie, et il a écrit, on ne peut supposer un instant que cette trace soit autre chose qu'un vide entre les étoiles. Alors ça, c'est véritablement problématique, parce qu'avoir un vide en forme de S, en dehors du fait que Superman a pu passer par là, c'est un problème parce que imaginez que s'il y avait une étoile devant, vous la verriez, s'il y en avait une derrière, vous la verriez aussi. Donc si c'était vraiment un trou, ça serait un S en forme de tube centré sur nous, qui viserait dans notre direction. Et chaque petit point noir comme ça serait un tube centré sur nous. Alors l'éditeur du journal a dit que c'était tout à fait impossible et qu'en réalité, il faut penser que c'est exactement l'inverse qui se passe. Et il avait tout à fait raison. En réalité, ces régions sombres que vous voyez là, ce ne sont pas des régions vides, mais ce sont des régions qui sont beaucoup plus denses que le reste, et ce sont justement là, ces régions-là, où on va aller chercher les étoiles naissantes. Et comme ces régions sont très denses, très atténuées par la poussière interstellaire, eh bien la lumière des étoiles les plus massives et les plus lumineuses est quasiment inaccessible. Donc on veut avoir une information de ce qui se passe de manière instantanée, mais on sait par avance que comme ces étoiles ne vont pas sortir, parce qu'elles n'ont pas le temps de sortir de la région où elles sont nées, on ne va pas pouvoir les voir parce que la région où elles sont nées est nécessairement une région très dense qui ne laisse pas sortir la lumière. Donc on est face à un paradoxe. Comment faire pour voir ça? Ce paradoxe a conduit par exemple William Herschel à faire une cartographie de la Voie lactée dans laquelle nous étions quasiment au centre de la galaxie. Donc, après Copernic qui avait dit qu'on n'était pas au centre du monde, l'étude d'un univers beaucoup plus lointain nous a conduit à se voir de nouveau au centre du monde. Non pas au centre du système solaire, mais au centre de la galaxie. Et il a fallu du temps pour réaliser que c'était une nouvelle illusion d'optique, une illusion liée au fait que la poussière interstellaire absorbe la lumière et que plus une étoile est lointaine, plus il y a d'espace interstellaire entre vous et elle, et donc plus elle devient faible. Donc ce que faisait Herschel, c'est qu'il se disait, si toutes les étoiles avaient la même puissance lumineuse, lorsqu'une étoile est 4 fois plus faible, elle doit être 2 fois plus loin, parce que la lumière diminue de manière inversement proportionnelle au carré de la distance.
Mais il s'est complètement trompé, parce qu'en réalité, une étoile peut être plus faible parce qu'il y a de la poussière et pas parce qu'elle est plus loin. Et en tout cas, vous allez croire que toutes les étoiles qui font un cercle autour de vous sont plus loin et de manière concentrique sur vous, parce que tout simplement l'espace interstellaire augmente par rapport à vous et provoque cette atténuation. Donc il s'est trompé à cause de l'effet de l'absorption de la lumière par la poussière. Et alors c'est justement cet obstacle-là qui va être l'obstacle majeur pour essayer de comprendre l'histoire des étoiles. Et pour ça, il y a eu 25, maintenant 30 ans d'histoire d'astronomie infrarouge, où on a lancé des satellites dans l'espace pour aller voir l'invisible, et pour aller essayer de percer un peu l'histoire de ces cocons de poussière. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter, et je vais essayer de vous montrer, comme on l'a entendu tout à l'heure en introduction, qu'on a appris beaucoup de choses sur la formation des étoiles et des galaxies, qu'on a découvert des analogies troublantes entre ces deux mondes, mais qu'en même temps, on aboutit à une tension entre la lumière qu'on projette, c'est-à-dire notre théorie, et ce qu'on observe. Et donc, on a commencé à interpréter ce qu'on observait à partir de notre interprétation, on a avancé et on est arrivé à disons une forme d'impasse qui nous amène aujourd'hui à nous demander où est-ce qu'on s'est trompé. Alors, les satellites qui ont été lancés, IRAS par les Américains en 85, il y a une alternance américain-européen, en compétition toujours. Quand le satellite ISO sur lequel on a travaillé dans les années 90 a été lancé, son projet a été fait 10 ans avant, les Américains avaient, avant le projet d'ISO, le projet de faire le satellite Spitzer. Et ils ont dit aux Européens, ne le faites pas, on va faire mieux que vous, plus tôt que vous. Mais comme la NASA révise les budgets tous les ans, ils leur ont coupé les budgets régulièrement, et le satellite Spitzer a été lancé 10 ans après ISO, alors qu'il devait être lancé 10 ans avant. Donc il avait 20 ans de retard. Et puis maintenant, le satellite Herschel qui a été lancé en 2009, c'est celui qui nous permet, qui maintenant n'observe plus, il a épuisé son réservoir d'hélium, je vais vous en parler, et lui a apporté les images les plus fines de l'univers dans l'infrarouge. Alors pourquoi l'infrarouge? Alors comme je vous le disais, les régions où naissent les étoiles sont très denses, elles sont donc très opaques, c'est ce qui fait que Herschel a cru qu'on était au centre de la Voie lactée, mais elles sont transparentes à la lumière infrarouge, parce que les grains de poussière ont une taille qui est de l'ordre du micromètre. Et l'infrarouge, c'est une lumière, un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde est de l'ordre de plusieurs micromètres. Et donc, en quelque sorte, la longueur d'onde est beaucoup plus grande que le grain de poussière et elle peut l'enjamber. Et grâce à ça, on peut voir à travers. Et il se trouve que, par chance, l'infrarouge est une lumière à laquelle la poussière est transparente, et l'infrarouge est la lumière que rayonnent les corps chauffés à la température de la poussière interstellaire. La poussière interstellaire est chauffée, elle est chauffée à typiquement 30 degrés au-dessus, 30-40 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc elle est à moins 230 degrés et on dit qu'elle est chauffée. Parce que la température qui règne dans l'univers, c'est de 2,7 degrés au-dessus du zéro. Donc moins 270 degrés. Donc quand vous êtes à 30 degrés au-dessus du zéro absolu, ben vous êtes chaud. En réalité, c'est quand même moins 230 degrés. Mais quand de la poussière est portée à cette température, la quasi-totalité de la lumière qu'elle rayonne est rayonnée autour de 100 micromètres, qui est une longueur d'onde dans l'infrarouge lointain, que notre atmosphère absorbe avec une efficacité parfaite. Il est donc impossible de capter cette lumière qui traverse les nuages de poussière à la recherche des cocons où naissent les étoiles depuis la Terre. Il faut nécessairement un satellite. Le problème de ces satellites, c'est que la tâche de diffraction, c'est-à-dire on a tendance à être assez myope, d'autant plus myope que la longueur d'onde qu'on cherche à voir est grande, du fait de la diffraction de la lumière, est grande parce que ce sont des grandes longueurs d'onde. Donc la grande longueur d'onde, c'est bien parce que ça traverse la poussière, mais c'est pas bien parce que ça fait des blobs sur votre télescope. Et donc on a été obligé de construire le plus grand télescope du monde, un diamètre de 3,50 m, ça n'avait jamais été fait. Ça a permis d'avancer, mais malheureusement, ça reste quand même limité par le fait que la poussière rayonne dans ce domaine de très très grande longueur d'onde.
Et donc le satellite Herschel a été placé comme le satellite Planck dont vous aviez entendu parler, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, sur ce qu'on appelle le point de Lagrange L2. Il a vécu pendant 4 ans. Et je vais vous montrer maintenant un exemple de une des régions sombres de Barnard. Vous voyez ici ce filament sombre, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Barnard 168, donc c'est la 168e nébuleuse sombre qu'Ed Barnard a comptabilisée en croyant que ça allait être des trous dans la Voie lactée. Puis ici, vous avez une pouponnière d'étoiles, la nébuleuse du Cocon, qui fait 15 années-lumière de diamètre ici. Et si maintenant je vous montre l'image Herschel, ben vous allez voir qu'elle remplit la partie qui était obscure, tandis que la partie qui était lumineuse ne fait pas de lumière. Et maintenant, je vais vous montrer uniquement l'image Herschel. Et vous voyez que j'ai mis le symbole du yin-yang pour vous montrer qu'on est en train de voir le négatif. Ce qui était yin est devenu yang, et ce qui était yang est devenu yin. Ce qui était noir, le filament vide, que Barnard appelait un vide entre les étoiles, alors malheureusement je le vois beaucoup mieux à l'écran ici, mais ici on ne voit pas très bien, mais c'est complètement vide ici. Hein. Enfin, y a un petit peu de l'étoile en avant-plan, mais et avec Herschel, on ne voit quasiment pas de lumière de toutes ces étoiles ici, et puis juste ce filament. Alors là, deux choses à reconnaître. La première, c'est que la poussière interstellaire est dans ces régions-là. Cette poussière trace les régions les plus denses du milieu interstellaire. Et puis, vous voyez qu'elle est très filamentaire. Alors ça a été une découverte inattendue. C'est que l'espace interstellaire est peuplé d'une poussière qui, là où elle est la plus dense, c'est-à-dire là où elle va pouvoir donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles, dessine des filaments. Mais pour quelle raison le milieu interstellaire dessine des filaments aussi fins? Ça, c'est véritablement troublant. D'autre part, quand on a commencé à mesurer ces filaments un peu partout dans la Voie lactée, c'est difficile à voir dans d'autres galaxies, on a mesuré l'épaisseur de ces filaments. Et on s'est rendu compte que l'épaisseur de ces filaments était toujours de 0,3 années-lumière, avec une variation très très faible, sur des centaines de filaments. Et ça, c'est véritablement troublant, parce que ça montre qu'il y a une propriété universelle qui concentre la matière dans des filaments et qui va provoquer la naissance d'étoiles, parce qu'effectivement, ce sont les régions les plus denses de l'espace interstellaire, c'est donc là que vont naître les étoiles, et comme je vais vous le montrer, on commence, vous voyez ici ces petits blobs-là de lumière, eh bien, ce sont des cœurs protostellaires, des endroits denses dont on sait qu'ils vont donner naissance à des étoiles. Dans certains cas, vous voyez des étoiles nées, dans d'autres qui ne sont pas encore nées. Vous voyez tous les stades de la formation d'une étoile, et quand vous regardez le nombre de ces régions qui n'ont pas encore donné naissance à une étoile, vous voyez le nombre de gros, moyens et petits, et vous les comparez avec le nombre de grosses, moyennes et petites étoiles que vous avez dans une galaxie, eh bien, les proportions sont les mêmes. Ça veut bien dire qu'on est en train de voir les étoiles juste avant leur naissance dans ces régions très denses. Alors ça, c'est un résultat majeur du satellite Herschel, et qui va participer justement à l'analogie dont on a parlé tout à l'heure, qui est le fait qu'on va voir que les galaxies elles-mêmes naissent d'une manière étonnamment analogue avec les étoiles dans la Voie lactée, à tel point que les codes informatiques, les programmes informatiques qu'on utilise pour simuler l'un sont utilisés maintenant pour simuler l'autre. Au lieu de les réécrire, on dit, bon bah, toi tu travailles sur combien de milliards d'années-lumière, tant, donne-moi ton programme, et je vais l'utiliser pour travailler sur une année-lumière. C'est le même programme, alors que la physique est très différente. Alors, juste un petit rappel du cycle de la poussière interstellaire. Vous avez un nuage dense, qui est d'abord peu dense, puis qui va s'effondrer sous l'effet de sa masse. Alors, pour quelle raison un nuage s'effondre? D'ailleurs, ce nuage, ça peut être toute une galaxie. Il faut qu'il y ait une petite irrégularité, une petite hétérogénéité. C'est les grumeaux rouges du fond diffus cosmologique qu'a vu le satellite Planck pour les galaxies. Puis, à l'intérieur d'une galaxie, quelque chose, je vais en parler, quelque chose va faire qu'un endroit va s'effondrer, mais quand il s'effondre, c'est plus dense au centre, et des étoiles vont naître. Ces étoiles vont naître, et puis, quand elles vont atteindre un stade où elles auront épuisé leur réserve d'hydrogène, elles vont s'effondrer avant de passer à former cette fois du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Elle a fini le cycle principal de conversion de l'hydrogène en hélium, là où 0,7% de la masse est rayonnée sous la forme de lumière, et la partie extérieure commence à être rejetée, et l'étoile nourrit
le milieu interstellaire avec les atomes qu'elle a formés. Et puis pour les plus massives d'entre elles, typiquement pour celles qui ont plus que 20 masses solaires, plus que 8 masses solaires, pardon, elles explosent en supernovae. Et celles qui ont plus que 20 masses solaires, le cœur va s'effondrer à tel point qu'il va devenir un trou noir. La matière qui est éjectée, que ce soit dans la phase précédente ici, où elle a perdu son enveloppe, ou ici au cours de la supernova, et pendant l'explosion, de nouveaux atomes naissent, vont donner naissance à tous les atomes qui nous constituent. Et ensuite, ces atomes vont coaguler sous la forme de grains de poussière qui vont naître dans les enveloppes ici, ou bien dans le milieu interstellaire. Et ces grains de poussière sont d'autant plus efficacement formés que la région est dense, et ce sont eux qui nous cachent les étoiles massives. Et ils vont ensuite, par érosion et fragmentation, passer de gros à petits grains de poussière, et ce sont eux qui vont participer à la naissance de nouvelles générations d'étoiles en participant au refroidissement de la matière interstellaire qui permet son effondrement. Et on a donc un cycle où les étoiles donnent de la poussière qui participe à une accélération de la formation d'étoiles, et grâce à ça, on passe d'une époque où, au tout début de l'histoire de l'univers, former une étoile était un processus extrêmement difficile, et l'univers avait eu beaucoup de mal à former des étoiles. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre comment sont nées les premières étoiles, parce qu'il n'y avait pas de poussière et parce qu'il n'y avait pas d'atomes lourds. Quand les atomes lourds, les éléments lourds sont nés, et quand les grains de poussière sont nés, on a commencé, et les molécules qui, par leur état vibratoire, rayonnent aussi de la lumière, on a commencé à trouver une façon de former plus efficacement des étoiles. Pourquoi? Parce que si vous prenez de la matière et que vous prenez un nuage de matière et que les particules s'effondrent comme ça, eh bien, prenez deux particules, elles s'attirent, elles vont passer l'une à côté de l'autre et elles vont repartir. La raison pour laquelle elles vont rester dans une région dense, la seule possibilité, c'est qu'elles se débarrassent de leur énergie potentielle gravitationnelle, qui a été convertie en énergie cinétique, en énergie de vitesse. Il faut que cette vitesse soit convertie en lumière. Si elle ne l'est pas, les particules vont avoir tellement de vitesse qu'elles vont repartir. Donc il faut ce qu'on appelle une forme de viscosité, ou un processus physique qui rayonne de la lumière. Et les processus physiques qui rayonnent de la lumière, qui permettent aux étoiles de naître, sont la chaleur de la poussière, qui rayonne de la lumière infrarouge, les molécules de l'espace interstellaire qui vibrent et qui oscillent, et lorsqu'elles vibrent, elles libèrent de la lumière, et puis les atomes lourds qui, eux aussi, passent d'un état à l'autre et libèrent de la lumière. Sans ces mécanismes-là, il est très difficile de former des étoiles. Alors ensuite, je vais passer assez vite sur ces aspects techniques, mais je me dis, puisque je vois que vous avez l'air d'avoir suivi d'autres, je me permets, mais bon, n'hésitez pas à m'interrompre si soit c'est trop simple et vous voulez qu'on arrive tout de suite à la question finale, ou soit c'est trop compliqué. Donc vous avez ici la partie visible qu'on peut facilement voir à l'œil nu, mais aussi sur Terre, et puis la majeure partie du reste, il faut aller le voir dans l'espace, à part la radio par exemple. Les étoiles rayonnent de la lumière, vous avez ici la quantité de lumière, la puissance lumineuse qui est rayonnée, en fonction de la longueur d'onde. Donc ici c'est dans le visible, l'infrarouge, la radio, l'ultraviolet. Et les étoiles les plus massives, celles qui vivent pas longtemps, eh bien, elles rayonnent principalement dans l'ultraviolet parce que elles sont très chaudes. Donc ici, vous avez la somme de l'émission de beaucoup d'étoiles. Les étoiles massives rayonnent là, le Soleil rayonne là, et celles qui font un tiers de masse solaire rayonnent ici. Donc ici, c'est principalement des toutes petites étoiles qui font la lumière, ici, ce sont des grosses. Et qu'est-ce qui se passe quand on met la poussière? Quand on met la poussière, toute cette partie-là disparaît. Vous ne voyez plus les grosses étoiles. Et où va-t-elle, cette partie-là? Eh bien, cette partie-là, elle fait un peu de ce qu'on appelle de raies en émission du gaz, mais surtout beaucoup d'infrarouge. Et ça, c'est l'émission infrarouge de la poussière qui va avoir un pic autour de 100 microns. Et c'est elle qu'on regarde avec les satellites infrarouges. Et c'est elle qui va donc nous cacher les sources de la lumière dans les galaxies, puisque les étoiles naissent dans les régions denses, et celles qui viennent de naître, on ne les voit plus. Il faut aller chercher dans cette région qu'on a mis en jaune, parce que c'est infrarouge, c'est logique. Alors, avec les satellites, justement, ISO, Herschel, Spitzer, c'est ce qu'on voit. Alors regardez cet exemple de la galaxie d'Andromède, Messier 31, la plus proche de nous, grande galaxie. Vous voyez dans le visible des traînées noires où il n'y a pas de lumière, et puis des parties lumineuses. Et dans l'infrarouge, vous voyez exactement le négatif.
Là où c'est noir, c'est là où c'est le plus lumineux, et cette bande ici très lumineuse, c'est la partie noire ici. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec une petite partie à l'intérieur du milieu interstellaire de notre galaxie, si maintenant on regarde toute une galaxie, on s'aperçoit que l'infrarouge va nous tracer quelque chose de tout à fait différent de ce que voit le visible, et cet anneau ici, c'est l'anneau de Sauron pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est lui qui détient le secret de la lumière. Bon, c'est une plaisanterie, mais c'est vraiment là où sont les étoiles les plus jeunes et les plus massives. Donc maintenant, on a une cartographie, grâce à Herschel, de là où naissent les étoiles qui viennent de naître. Et donc là-dedans, les étoiles qui sont nées ici, elles n'ont pas bougé, parce qu'elles meurent avant de sortir de là, puisqu'elles vivent que 10 millions d'années. Tout ce que vous voyez ici est chauffé par des étoiles qui viennent de naître. Et donc, par exemple, dans cette galaxie-là, vous pourriez vous dire, mais pourquoi les étoiles naissent dans un anneau? Pourquoi elles naissent dans un anneau? Alors, c'est pas complètement évident, mais en pratique, ce qui se passe, c'est que comme les galaxies tournent, eh bien, la rotation de la galaxie empêche la matière de s'effondrer. Et dans notre galaxie, par exemple, dans la Voie lactée, il y a des ondes, comme des vagues, qui compriment la matière et qui vont provoquer la formation d'étoiles. Sans ces ondes de matière, de densité, eh bien, la formation d'étoiles n'aurait pas lieu. Donc dans notre galaxie, ça fait des beaux bras spiralés. Dans la galaxie d'Andromède, ici, que vous voyez, ça fait des ondes de densité circulaires comme ça, qui viennent de modes d'instabilité du milieu interstellaire dans un disque en rotation. Alors, ici, maintenant, je vous montre une région du plan galactique, où vous avez une vision de la Voie lactée sur une plus grande échelle que tout à l'heure, et quand on regarde plus finement avec des programmes informatiques, cette fois quand on projette notre propre lumière, on va chercher des filaments qu'on va trouver un peu partout, et on va trouver dans les filaments des régions denses qui sont tous les cœurs protostellaires. Donc tout ce que vous voyez en bleu, c'est toutes les étoiles qui viennent de naître ou qui sont en train de naître dans cette région. Donc maintenant, on sait où naissent les étoiles. Et quand on regarde maintenant cette autre région où on voit du gaz diffus, la forme que vous voyez ici de la poussière vient du fait que c'est un milieu très turbulent, où la matière est en perpétuel mouvement, et cette turbulence s'oppose à l'effondrement de la matière pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Et cette turbulence, on pense qu'elle est nourrie par l'énergie des explosions d'étoiles, les supernovae, par la chaleur des étoiles massives, qui libèrent leur énergie interstellaire, et donc celles qui viennent de naître explosent et empêchent d'autres de naître. Mais quand on regarde dans ce petit carré-là, où il n'y a quasiment rien, et qu'on zoome dessus, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits grumeaux. Et alors au début, on s'est dit, mais attendez, je ne comprends pas, ça c'est la partie obscure dans l'infrarouge, et on pensait que dans l'infrarouge, on avait une vision négative, et c'était les régions denses dans l'infrarouge qui étaient là où naissaient les étoiles, et maintenant on voit plein de petits grumeaux là où c'est le moins dense. Donc il y a un paradoxe. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Alors, si c'était des étoiles naissantes, ça pourrait, mais le problème c'est que pourquoi sont-elles dans les régions les moins denses puisque les étoiles naissent dans les régions les plus denses? C'est petites étoiles, non. Des étoiles, non. 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 En fait, on a mis du temps à réaliser ça nous aussi. Ce n'est pas du tout des étoiles. Tout ça, c'est une myriade d'autres galaxies de l'univers lointain. Comme dans l'univers lointain, les galaxies étaient entièrement en train de naître. Ce n'est pas, comme dans notre galaxie, des endroits où vous allez chercher où naissent quelques petites étoiles. Dans l'univers lointain, vous avez des galaxies qui forment des étoiles de façon prodigieuse, mais sur toute la galaxie. Donc, elles sont toutes entières des phares en infrarouge. Et malgré leur distance très lointaine, vous les voyez comme des étoiles là-dedans. Donc en fait, le négatif des galaxies très lointaines dans l'univers, c'est ces petits blobs de lumière. Et quand on regarde ces petits blobs de lumière-là, on peut zoomer dessus. Zoomons à nouveau. Regardons ici, prenons ces quelques blobs-là. Alors, je vais vous montrer un zoom, mais en réalité qui n'est pas sur exactement cette partie-là. C'est pas grave, c'est un autre endroit. Donc, c'est juste pour vous dire, mais ça, c'est pas très grave. Voilà ce qu'on voit. Tous ces objets-là
ce ne sont pas des étoiles, ce sont des milliers de galaxies qui ont chacune des centaines de milliards d'étoiles et dont la couleur rouge, bleu, etc., est une couleur dans l'infrarouge lointain, vous donne la quantité d'étoiles qui viennent de naître. Et dans le cas particulier de on va zoomer ici, ce petit blob qui n'a l'air de rien, qui est tout rouge, non pas, et qui est tout rouge parce que justement il a une forte émission dans l'infrarouge, et aussi parce qu'il est très 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 loin. Et comme la lumière est décalée vers le rouge, vous avez une combinaison des deux effets. Le fait que la lumière est dans le rouge, mais aussi le fait que l'objet qui est loin, sa lumière est décalée. Et quand on le regarde dans le visible, ça fait cette patte de léopard ici. Eh bien cette galaxie-là, on la voit telle qu'elle était il y a 12,3 milliards d'années, et elle forme 2000 masses solaires par an, 2000 soleils par an. C'est-à-dire que toutes les 4 heures, une nouvelle étoile naît dans cette galaxie-là. Donc là, on a une flambée de formation d'étoiles dans l'univers primordial, là où les galaxies venaient à peine de naître. Et là, c'est une région, une pouponnière d'étoiles, mais à l'échelle d'une galaxie tout entière. Oui. Souvent, les photos astronomiques sont des photos pour un Z bien particulier. Oui. On élimine tous les Z de Oui. l'arrière-plan. Oui. Ici, vous avez une vision projetée où vous avez tout le monde est mélangé, c'est-à-dire différentes époques. Et effectivement, la question qui est posée, c'est comment fait-on pour le voir en 3 dimensions? Alors, ça m'arrange, parce que justement, on utilise des standards, des chandelles standards. On n'a pas fait exprès, c'est pas calculé. Hein. Mais c'était la bonne question au bon moment. Et donc, on a d'abord utilisé la parallaxe tout à l'heure pour se situer, mais la parallaxe elle-même ne va pas assez loin. On a ensuite utilisé les céphéides. Vous connaissez probablement ça, mais je vous le rappelle en 2 minutes. Ce sont des étoiles pulsantes qui pulsent avec une période qui est d'autant plus lente qu'elles sont intrinsèquement lumineuses. Et donc, si vous voyez l'étoile pulser lentement, vous savez qu'elle rayonne, par exemple, 30 fois plus qu'une autre qui pulse rapidement. Et donc, vous savez exactement... si elle pulse 30 fois plus lentement, c'est qu'elle rayonne 1000 fois plus. Et donc, vous pouvez, connaissant la quantité de lumière qu'émet l'objet, vous pouvez savoir quelle est sa distance. Tout est réel. Hein. Alors ça, ce qu'on voit là, c'est plusieurs photos qui ont été prises à plusieurs moments, et ensuite on en a fait un petit film. Mais c'est vrai, c'est pas une simulation à l'ordinateur. Alors, les couleurs viennent du fait qu'effectivement, le rouge, c'est du rouge, et le bleu, c'est du bleu, mais ce qu'on fait, c'est qu'on change le contraste. Donc en fait, c'est des fausses couleurs, bien que le rouge soit vraiment rouge et le bleu soit vraiment bleu. Mais ce sont des étoiles qui émettent particulièrement dans le rouge, mais qui sont très massives. Et donc ce qui est bleu, et vous voyez ici, la partie extérieure est plus bleue que la partie centrale de la galaxie, justement parce que la partie extérieure forme des étoiles dans les bras, et les étoiles qui sont nées le plus récemment sont plus bleues. Donc le film est fait à la main avec plusieurs, le contraste est renforcé, mais vous avez vraiment un phare. C'est comme ça que Hubble a vu pour la première fois une étoile pulser comme ça dans la galaxie d'Andromède et dans d'autres, et qu'il a commencé à s'apercevoir qu'elles étaient des galaxies lointaines. Ça a permis de calibrer la relation entre le décalage vers le rouge et puis cette pulsation des étoiles, donc de donner un 3e indicateur de distance. Et avec ces 3 indicateurs, maintenant, on va pouvoir plonger dans l'univers. Je vais assez vite sur ça parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais prenez cette région ici, où il y a un certain nombre de points de lumière, d'étoiles. Vous prenez la constellation Eridanus dans l'hémisphère sud, telle que vous pourriez la voir à l'œil nu, et puis vous prenez ce petit point ici, qui est équivalent à la pointe d'un stylo porté à bout de bras. Là-dedans, qui fait cette taille par rapport à ce que vous verriez si vous voyez la Lune en pleine Lune, bien là-dedans, voilà ce qu'on voit. On voit des dizaines ou des centaines de milliers de galaxies qui font chacune 100 à 200 milliards de fois la masse du Soleil. Et quand on comptabilise tout ça, eh bien on se rend compte que dans l'univers observable, dont le rayon est de 45 milliards d'années-lumière, l'univers a eu son Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, mais pendant que la lumière nous arrivait, il a continué son expansion, ce qui fait qu'un objet qui a émis sa lumière il y a 13,8 milliards d'années est aujourd'hui à 45 milliards d'années-lumière de nous. Et on voit 10 000 galaxies dans cette pointe de stylo, et quand on projette ça sur l'ensemble du ciel, ça nous permet d'estimer que à l'intérieur de notre bulle univers observable, il y a
à peu près 200 milliards de galaxies au moins. Ce qui fait à peu près 10 000 milliards d'étoiles. Et les dernières estimations étant que les étoiles ont à 70% des planètes, ça voudrait dire qu'il y aurait 7 000 milliards d'étoiles avec un cortège de planètes, dont certaines peuvent avoir des planètes terrestres et ainsi de suite. Donc quand on regarde un peu plus près la forme de ces galaxies, on voit que certaines ont une forme tout à fait régulière, d'autres sont des galaxies jaunes faites d'étoiles très vieilles, qui n'ont pas formé d'étoiles depuis longtemps, puisqu'il n'y a pas de bleu, et d'autres sont plus bleues, avec des disques. Donc c'est les trois grands types de galaxies, et ces trois grands types de galaxies, eh bien, les plus massives donc, sont des jaunes, qui sont des galaxies mortes, qui ne forment plus d'étoiles aujourd'hui, puis il y a des galaxies comme la Voie lactée, qui sont des disques, et puis des galaxies irrégulières ici. Donc les proportions en nombre et en masse sont données ici. Il y a une proportion un peu analogue avec ce qu'on voit en cosmologie entre la matière noire, l'énergie noire, etc. Je reviendrai dessus, mais les galaxies elliptiques mortes font à peu près 70% de la masse qu'il y a dans les galaxies parce qu'elles sont intrinsèquement plus massives, les spirales 28% et les irrégulières 2%. Alors maintenant, plongeons encore plus loin dans l'univers. Voici donc une galaxie qui va nous servir d'exemple de Voie lactée, faite une vue d'artiste de la Voie lactée, 100 000 années-lumière. Vous êtes ici à 26 000 années-lumière du centre. Je vous rappelle un peu les distances ici entre le Soleil et les différentes planètes. Pluton à 5h30 du Soleil. C'est ce qui fait que lorsqu'on a décidé que Pluton ne serait plus une planète, les plutoniens l'ont su à peu près 5 heures après. Alors maintenant, voici, donc on va sortir de la Voie lactée. Vous avez ici les nuages de Magellan à 160 et 200 000 années-lumière de nous. Et là, ce que je vous montre là, je vais essayer de faire une pause, je ne sais pas si j'y arrive. Non, je vais revenir en arrière. Ce que je vous montre là, toutes les images que vous allez voir, toutes les galaxies que vous allez voir, c'est des vraies formes des galaxies, ce sont des vraies images, leurs distances sont véritables, et ça va nous permettre d'explorer le bestiaire de galaxies autour de nous et de comprendre leur forme en fonction de leur distance. Donc ici, vous voyez qu'il y a une région relativement vide, ici, vous voyez un filament où il y a beaucoup de galaxies, et ici, une région très très dense. On va aller maintenant se déplacer par ici, et on va voir, en passant à côté de nos galaxies voisines, donc vous avez ici vous allez passer à côté d'une nouvelle nébuleuse dans laquelle naissent des étoiles. Voilà. Attention, j'espère que vous n'avez pas mal au cœur. Voilà, on est passé. Ça ne passe pas toujours. Et donc, on va comme ça effectuer un voyage d'à peu près 50 millions d'années-lumière. Donc, si on voyageait à la vitesse de la lumière, la distance d'ici, c'est 50 millions d'années. Vous voyez ici des galaxies relativement belles, spirales, qui nous entourent, et qui sont distribués dans des régions plus denses. Ici encore une spirale, la galaxie des chiens de chasse ici. Vous allez voir qu'on va prendre... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. On va prendre maintenant position dans le filament de matière ici, pour se déplacer dans le filament et aller vers le cœur de cette région. Voilà. Maintenant qu'on est dans le filament, on va avancer. Et vous allez voir que la forme des galaxies va changer. Progressivement, elles vont devenir de plus en plus jaunes, moins bleues. Elles vont perdre leur disque. Elles vont devenir de plus en plus ovoïdes. Alors regardez, tout ça, c'est ces galaxies jaunes ici, ovoïdes. Bon, la grosse ici, vous allez voir, Messier 87. Et on a de moins en moins de disques. On va avoir de plus en plus de globules. Celle-ci, c'est le cas le plus extrême, au centre de cette concentration de galaxies. Voilà. Donc ça, c'est la galaxie Messier 87. Et donc, les galaxies, lorsqu'elles sont à proximité les unes des autres, perdent leur disque. Et puis là, vous voyez ici un faisceau de lumière. Et ce faisceau de lumière, en fait, quand on le regarde précisément dans des longueurs d'onde qui permettent de voir le gaz interstellaire, on voit qu'il est très très bien collimaté et il arrive au centre de la galaxie. C'est de la matière qui est éjectée alors qu'elle est en train de tourbillonner pour tomber dans un trou noir. Ça crée un champ magnétique, c'est ce qu'on pense en tout cas, et ce champ magnétique projette la matière comme ça à des très très grandes vitesses. Je vous le montre maintenant parce qu'on va y revenir, c'est un des acteurs qui va jouer un rôle probablement fondamental pour la compréhension des galaxies. Donc, les galaxies dans leur environnement vont rencontrer un certain nombre vont se croiser les unes les autres. Maintenant, on va essayer de comprendre comment elles sont nées. On a vu comment étaient nées les étoiles. Maintenant, on va essayer de voir comment sont nées les galaxies. Et puis, on va essayer de comparer les deux. Ça va être ça notre fil conducteur. Comprendre comment naissent d'un côté les galaxies et les étoiles et voir ce lien entre les deux. Juste un petit point sur les germes à partir desquels les galaxies vont naître.
Nous sommes ici, et autour de nous, il y a une sphère de lumière qui nous arrive, c'est le fond diffus cosmologique, avec des grumeaux rouges et bleus dont je parlais tout à l'heure. Cette sphère est aujourd'hui à 45 milliards d'années-lumière de nous. Au moment où la lumière a été émise, la sphère qui nous entoure était à 42 millions d'années-lumière de nous. Et ça a été émis 380 000 ans après le Big Bang. La température de cette matière ici, qui est située à 45 milliards d'années-lumière de nous, mais que l'on voit dans le passé, est analogue à celle du Soleil. Il fait 3000 degrés ici, au Soleil il fait 6000 degrés. Et ici, quand on regarde la partie extérieure du Soleil, eh bien, elle oscille par des vibrations, des frappes qui viennent de l'intérieur du Soleil, et les oscillations de la surface du Soleil permettent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. De la même manière, ces grumeaux ici sont nés d'oscillations de la matière dans les moments où l'univers était plus dense, donc c'est comme si on rentrait dans la profondeur de la matière quand l'univers était plus dense, en réalité on remonte dans le passé, et ça vient du fait que la matière s'effondrait dans des régions relativement plus denses et chauffait, du fait de la chaleur qui ne pouvait pas être libérée parce qu'elle était trop dense, elle regonflait, puis quand elle était gonflée, la lumière pouvait circuler, et du coup elle se réeffondrait, et ça faisait des oscillations comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler la musique du Big Bang. Et en fait, quand on regarde ça à différentes résolutions, comme l'a vu Kobe, WMAP et Planck, les 3 satellites qui ont mesuré ces petits grumeaux, eh bien on voit des fréquences différentes de ce son primordial, et les plus petites échelles qu'a vu Planck correspondent à 24 millions d'années-lumière. Donc, j'ai dit, et je vais continuer de dire, par abus de langage, que ce sont les germes des galaxies. La vérité, c'est que ces choses-là sont beaucoup plus gros que toutes les galaxies qu'on connaît, beaucoup plus gros que les amas de galaxies, beaucoup plus gros que toutes les structures qu'on connaît. Et c'est les plus petits germes qu'on voit dans cet univers primordial. Donc en réalité, ce qu'on fait quand on vous dit qu'on voit les germes des galaxies dans cet univers primordial, c'est parce qu'on prolonge, on extrapole cette tendance de passer des basses fréquences aux hautes fréquences vers des encore plus hautes fréquences qu'on ne peut pas voir. Et on dit ces hautes fréquences sont dans le prolongement correct des premières, et donc ceci, cela. Mais peut-être qu'on se trompe. Et je le dis parce que parce qu'on peut se tromper. Surtout quand on extrapole et qu'on ne sait plus qu'on extrapole. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous qui travaillons avec ça, oublions que c'est une extrapolation. Bon, ça c'est juste pour dire que la proportion de matière noire et d'énergie noire qui découle de ça est celle-ci aujourd'hui, qu'elle était comme ça il y a 10 milliards d'années, qu'elle sera comme ça dans 7 milliards d'années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette matière noire ici, c'est de la matière qui courbe l'espace dans laquelle naissent les galaxies, et c'est là que vont naître les galaxies. Alors, si on prend maintenant ces germes primordiaux, ici, qu'on extrapole, on voit que les écarts de densité de l'univers primordial ne sont que de 1 pour 100 000, mais que les galaxies qu'on voit aujourd'hui sont de 1 pour 1 million, c'est-à-dire qu'une galaxie est typiquement 1 million de fois plus dense que l'espace, mais que son germe était dans le passé 1 cent millième de fois plus dense. Donc il faut qu'on gagne un facteur 100 milliards entre les deux, en 13,8 milliards d'années. Donc si vous faites le calcul, vous faites des simulations à l'ordinateur, ça ne marche pas. Aucune galaxie ne naît. En réalité, la seule façon de faire naître des galaxies, c'est de mettre de la matière noire qui courbe l'espace et qui crée des puits dans lesquels la matière normale tombe. Donc la matière noire est fondamentale pour comprendre ça. Ensuite, dans les puits de matière noire, qui sont tout petits au début, eh bien, ils sont dans des régions qui sont plus ou moins denses, ils vont fusionner les uns avec les autres, comme le représente cet arbre, jusqu'à finir par donner une galaxie. J'ai résumé ici des moments clés dans l'histoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, en pratique, c'est la matière noire qui crée un puits et qui va permettre à la matière normale de couler dedans. Alors ça, c'est important, parce que la formation des étoiles dans une galaxie, on l'a vu, ce sont des petites irrégularités qui viennent de mouvements turbulents d'ondes de densité qui vont créer des petites régions plus denses, dans lesquelles la matière va s'écouler, et on l'a vu, c'est sous la forme de filaments. Et puis ici, pareil, des germes qui viennent de matière noire, dont on pense qu'ils sont produits par des fluctuations quantiques qui ont gonflé lors d'une phase d'inflation au moment du Big Bang.
On n'est pas sûr de ça, mais disons qu'on a des petits germes qui ont fait des puits gravitationnels dans lesquels coule la matière et qui donnent naissance à ces galaxies qu'on a vues tout à l'heure. Alors maintenant, le problème. Le problème a été posé dans les années 50, et c'est le problème qu'on rencontre encore aujourd'hui. Sidney Vandenberg a posé la question suivante. Si je regarde toute la matière interstellaire diffuse qu'il y a dans la Voie lactée, et que je me demande combien de temps elle peut entretenir la naissance de nouvelles étoiles, sachant qu'il s'en forme quelques-unes chaque année. Eh bien, quand je fais le calcul, il explique dans son article, la Voie lactée devrait s'éteindre dans 700 millions d'années. Nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle où la Voie lactée forme des étoiles et qui s'arrêtera dans 700 millions d'années. Bien entendu, c'est quelque chose qui est contraire à ce qu'on appelle le principe copernicien, qui est de penser qu'on est dans une époque ou dans un lieu extraordinaire. Et donc quelque chose se passe. Et donc Vandenberg a dit, la galaxie, soit elle est nourrie par de la matière, en continu, soit elle va progressivement diminuer sa formation d'étoiles dans le futur. Ce débat, en fait, a été, au lieu d'être résolu, finalement, a été renforcé plus récemment par les observations du satellite Herschel. Alors, quand on a observé l'univers avec le satellite Herschel, on a constaté, quand on a regardé ces blobs-là, on a distribué ces blobs aux différentes époques de l'histoire de l'univers, justement en prenant les indicateurs de distance qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, ensuite, on a compté la quantité de lumière qui vient d'étoiles qui viennent de naître. Et comme on sait que ces étoiles, les étoiles massives qui font l'infrarouge viennent de naître, on peut connaître la masse qui naît par unité de temps. Et ensuite, on s'est posé la question de savoir, dans ces galaxies, est-ce qu'une galaxie plus grosse forme plus d'étoiles qu'une galaxie plus petite, par exemple? Et on a découvert ce qu'on appelle une loi d'échelle, une corrélation, qu'on appelle la séquence principale des galaxies, qui est la suivante. Plus une galaxie est massive, plus elle forme d'étoiles. Et plus une galaxie est lointaine, plus elle forme d'étoiles. Mais cette relation est troublante pour la raison suivante. La masse d'une galaxie est principalement dominée par les petites étoiles, celles qui sont nées depuis très longtemps. Les étoiles qui viennent de naître font toujours une petite proportion de la masse. Pour quelles raisons les étoiles qui viennent de naître naissent-elles de plus en plus efficacement quand elles sont dans un endroit où il y a beaucoup d'étoiles vieilles? C'est pas évident parce que, par exemple, si une étoile, plus elle est grosse, plus elle épuise rapidement son combustible et elle va mourir. Une galaxie qui a beaucoup d'étoiles vieilles, elle aurait dû, normalement, utiliser beaucoup de son réservoir de matière interstellaire pour former de nouvelles étoiles. Et donc la seule façon qu'on a de comprendre ça, c'est la façon suivante, c'est de se dire que plus une galaxie est grosse, plus elle crée un puits dans l'espace-temps. Elle courbe l'espace, donc elle fait une attraction gravitationnelle sur son environnement. Plus elle est efficacement nourrie par de la matière qui va couler dans le puits. Comme les étoiles qui naissent avec de la matière qui coule dedans. Et dans ce cas, on comprend cette fameuse loi d'échelle que j'ai représentée, disons un peu symboliquement ici, avec cette relation entre ce qu'on appelle le taux de formation d'étoiles, le nombre d'étoiles qui naissent par unité de temps, la masse d'étoiles, en fonction de la masse d'étoiles. Et ça, c'est juste pour une époque, mais on peut faire ça à différentes époques. Et puis les points rouges ici, c'est les galaxies qui ont une flambée de formation d'étoiles extraordinaire lorsqu'il y a fusion des galaxies. Alors on parle de séquence principale parce qu'elle est très ressemblante à ce qu'on appelle la séquence principale des étoiles, qui dit que plus une étoile est massive, plus elle est bleue, plus elle est chaude et plus elle fait de puissance lumineuse. Et ça crée une très belle corrélation jusqu'à ce que les étoiles sortent lorsqu'elles perdent leur enveloppe. Et donc cette relation très fine ici, elle s'explique naturellement par le E égale mc2 dont je parlais tout à l'heure, et celle-ci, elle doit s'expliquer par un autre processus qui est celui dont j'ai parlé, cet apport de matière qui vient de matière diffuse. On pense que cette matière diffuse, ici c'est une représentation artistique, elle arrive par des espèces de cathéters intergalactiques, et lorsqu'on fait des simulations à l'ordinateur, maintenant avec une capacité beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant, l'arbre que je vous avais montré tout à l'heure, où vous aviez plein de petits grumeaux qui allaient fusionner les uns avec les autres, qu'on appelait la formation hiérarchique des galaxies, a été
relativement détruit. On avait une vision fausse de la formation des galaxies parce qu'on pensait qu'elles venaient de la fusion de petites galaxies en plus grosses jusqu'aux plus grosses, etc. Et ça, on avait fait une extrapolation semblable à ce que je vous disais tout à l'heure sur le satellite Planck. Nos ordinateurs permettaient de calculer ce qui se passait aux très grandes échelles, mais pas aux petites échelles. Et on a extrapolé aux petites échelles, on s'est dit, puisque les grosses échelles fusionnent comme ça, les petites vont le faire aussi. Comme quand je disais tout à l'heure, quand on a vu avec Planck des petits germes, on s'est dit, bon, bah, ça doit descendre jusqu'aux germes des galaxies. En réalité, quand maintenant, avec nos ordinateurs plus puissants, on simule l'histoire de l'univers à partir des germes, et on regarde comment la matière tombe dans les puits gravitationnels, on s'aperçoit qu'elle ne forme pas de grumeaux, mais que 70% de la masse qui va nourrir une galaxie ne vient pas de fusion, mais vient de matière diffuse, qui est injectée par des cathéters comme ça, qui nourrissent, et le sang d'une galaxie, c'est la matière diffuse interstellaire, puisque ce qui la fait vivre, si on garde cette analogie, c'est le fait qu'elle donne naissance à une nouvelle population d'étoiles, eh bien, c'est entretenu régulièrement. Donc ce qu'a dit en 1957 Vandenberg était une intuition de ce qui était inévitable. Il n'est pas possible qu'on vive, d'après le principe copernicien, dans une galaxie qui va s'éteindre dans 700 millions d'années, dans un univers qui a 13,8 milliards d'années. Ce qu'on a vu avec la relation entre la masse des galaxies et leur taux de formation d'étoiles, c'est que, quelle que soit la galaxie que vous regardez, dans cette image où je vous ai montré plein de blobs, vous regardez n'importe quelle galaxie, il y a 1 milliard d'années, 3 milliards, 5 milliards d'années, quelle que soit sa masse, et vous comptez en combien de temps elle va épuiser son réservoir de gaz. C'est toujours 700 millions d'années. Ça a été une surprise. Il n'y a aucune galaxie qui peut vivre plus longtemps, enfin vivre, si vous me permettez l'expression, ça veut dire ici former de nouvelles étoiles. Aucune galaxie ne peut faire ça plus de 700 millions d'années. Et donc, on est confronté au même problème que Vandenberg, c'est impossible que les galaxies soient autosuffisantes. Elles sont nourries par quelque chose d'invisible. Et donc, quand on dit aux sources de la lumière, je reviens au titre de l'exposé, eh bien, les sources de la lumière sont assez mystérieuses parce qu'elles sont bien au-delà de là d'où vient la lumière. Elles se trouvent sur des régions qui se mesurent en millions d'années-lumière et qui vont progressivement nourrir les galaxies. Alors, il se trouve que les simulations d'ordinateur prévoient l'existence de ces cathéters cosmiques, et donc, à ce stade, d'un point de vue qualitatif, on peut dire qu'on a maintenant un nouveau paradigme pour la compréhension de la formation des étoiles et des galaxies. Dans ce nouveau paradigme, des filaments se produisent à l'intérieur des galaxies dans lesquelles naissent des étoiles, des filaments se produisent dans l'univers sur des millions d'années-lumière dans lesquelles naissent les galaxies. Et ça, c'est magnifique. Et on a envie de s'arrêter là. Le problème, c'est que 70% des galaxies sont mortes. Enfin, 70% en masse, pardon, en masse. Les galaxies qui sont mortes sont les plus massives. Les galaxies les plus massives sont celles qui creusent l'espace de façon la plus efficace, qui sont au fond des puits les plus profonds, qui sont donc celles qui attirent le mieux la matière diffuse intergalactique. Quel réservoir de matière diffuse intergalactique avons-nous ? 90% de la matière. 90% de la matière normale est en dehors des galaxies. C'est ce qu'on appelle les baryons noirs. On a un problème de matière noire et d'énergie noire, qui sont des problèmes importants, mais qui pourront peut-être se résoudre. Mais on a aussi des baryons noirs qui posent un problème majeur. Pourquoi ils ne tombent pas au fond des puits ? En d'autres termes, on est dans une situation où vous avez des puits, avec de l'eau qui est au bord du puits, dont on sait qu'elle est là, et elle ne tombe pas. Alors ça, c'est quand même gênant. Ça, c'est gênant. Alors, avant d'aborder cette... Il me reste encore 2 minutes ou combien il me reste ? 1 minute, 2 minutes Alors, je vous montre une autre loi d'échelle qui montre une corrélation entre des points. Tout à l'heure, je vous montrais le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse des galaxies. Là, c'est autre chose, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, les galaxies qui forment plus d'étoiles, c'est celles qui sortent un peu, celles que je disais, des fusions de galaxies. En anglais, on dit des starbursts. Bon, mais ici, ce que je vous montre là, en réalité, eh bien, ici, c'est les éléphants, ici, c'est les écureuils, et ici, c'est les perroquets ou les chauves-souris. C'est une loi d'échelle, analogue à celle des galaxies, qui parle aussi de l'espérance de vie, mais non pas des galaxies qui vivent 700 millions d'années, mais des animaux. Un animal, quel qu'il soit, a une espérance de vie qui se mesure en
approximativement 1 milliard de pulsations cardiaques. Et un éléphant a des pulsations cardiaques plus lentes qu'un écureuil, donc il vit plus longtemps. Mais il vit plus longtemps parce qu'il utilise sa partition, le nombre de notes qu'il va jouer, avec un tempo plus lent, et donc, mais il va jouer le même morceau. L'écureuil va jouer le même morceau, mais avec un tempo plus rapide. Et selon le tempo, eh bien, ils vont vivre plus ou moins longtemps, et ça dépend de la masse. Et puis, les oiseaux et les chauves-souris sortent de la corrélation, vivent plus longtemps que ce qu'ils devraient pour leur masse. Et alors, au début, je me suis dit, bon, bah, les gens qui étudient ça sont confrontés au même problème que nous, deux populations d'objets qui vivent un certain temps en fonction de leur masse. Peut-être qu'eux vont me donner une réponse qui va me faire trouver ma réponse à ma question. Alors vous allez me dire, mais il est malade. Mais non, toute la physique a été faite comme ça. On a compris l'électricité en regardant l'écoulement d'eau. On a le raisonnement analogique, quand vous ne savez pas résoudre un problème, c'est fondamental. Donc je me suis permis de le faire aussi, comme tout le monde. Et malheureusement, j'ai commencé à lire leurs articles, et ils sont comme nous. C'est-à-dire que ça fait juste plus longtemps qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas. Et moi, je croyais qu'ils avaient, depuis le temps, c'est la seule théorie, c'est la seule façon d'expliquer pourquoi, enfin, c'est la seule corrélation liée avec l'espérance de vie de quelqu'un, d'un animal, etc. Depuis des années qu'ils étudient ça. Regardez le nombre de points qu'ils ont. Ils accumulent des points et des points et des points. Ils ont ici 1456 animaux. Ils sont allés, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Enfin, en liberté, pas en liberté, etc. Ils ne trouvent pas. Et alors, le pire, c'est que ce João Pedro de Magalhães, je ne sais pas si je prononce bien son nom, a une théorie sur laquelle il débatte, et il dit oui, moi je pense que c'est des effets d'environnement. Il utilise les mêmes mots que nous, parce que nous on dit, ce qui fait que les galaxies sortent, c'est des effets d'environnement. Lorsqu'elles se rencontrent, elles font des fusions et ça fait des starbursts. Ben, il dit aussi oui, c'est effets d'environnement, parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement les oiseaux, ils vont en haut, il y a moins de prédateurs. Donc son environnement à lui, c'est le fait qu'il y ait moins de prédateurs qui fait qu'ils vivent plus longtemps. Et puis, on peut dire aussi que vous faites des radicaux libres. Les radicaux libres qui vont tuer les cellules sont faits à partir d'une certaine quantité d'oxygène qui a été consommée. Donc moi, je pensais que ça allait être des théories qui étaient bien claires pour eux, mais en fait, il y a plein de théories et ce n'est pas clair pour eux. Néanmoins, ce que je voulais dire avec ça, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une relation comme ça que ça veut dire qu'un éléphant et un écureuil sont le même animal. Donc les galaxies qui sont sur cette relation dont je vous ai parlé tout à l'heure, les grosses galaxies elliptiques, peuvent être complètement différentes, avec des histoires complètement différentes, et finir sur cette relation. Mais il y a une analogie entre l'écureuil et l'éléphant. Alors, où se situe l'analogie, puisqu'ils sont très différents? Eh bien, quand vous prenez 1 kilogramme d'éléphant, et que vous prenez 1 kilogramme d'écureuil, la microphysique, ou la microbiologie, dans cette chair d'écureuil ou d'éléphant, est la même. Vous faites des radicaux libres par volume d'oxygène consommé, vous avez, etc., etc. Donc, en pratique, ce qu'il faut voir ici, c'est que vous nommez l'échelle qui va être porteuse d'une analogie qui vous parle. Et donc, quand on regarde les galaxies, les grosses étant les mêmes que les petites, les spirales, etc., etc., l'échelle qui vous parle est celle qui présente l'analogie filamentaire avec les galaxies. Le moment où les étoiles naissent dans les galaxies, qui va définir leur taux de formation d'étoiles, est auto-régulé. C'est-à-dire que si vous vouliez, dans une grosse galaxie, faire plus d'étoiles, eh bien, imaginons qu'on le fasse. Je fais plus d'étoiles. Je fais donc plus d'explosions d'étoiles, plus de supernovae. Je fais donc plus d'injection d'énergie, d'explosion d'étoiles dans le milieu interstellaire qui le secoue, qui crée de la turbulence, qui s'oppose à la formation d'étoiles. Donc si je monte la formation d'étoiles, je monte le processus qui l'empêche de continuer. Et donc il y a une autorégulation à l'échelle de quelques dizaines à centaines d'années-lumière, qui est le kilogramme de chair de galaxies. Et maintenant, avec le télescope ALMA, le radiotélescope ALMA, dont je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais qui est un ensemble d'antennes très très puissant, et d'autres antennes qu'on a en France et ailleurs, on a commencé à mesurer la quantité de gaz interstellaire plus ou moins dense. Et on s'est rendu compte qu'au-delà d'une certaine densité, la matière perdait la mémoire de ses origines. 1 kilogramme de cette matière, alors ça va être beaucoup plus qu'1 kilogramme, donne naissance à des cœurs protostellaires, ces régions denses dont je vous parlais tout à l'heure, avec la même efficacité partout. Donc l'efficacité avec laquelle les filaments font des grumeaux
est universelle. Donc je vous ai dit tout à l'heure, regardez, il y a des filaments, ils ont tous une épaisseur de 0,3 années-lumière. Cette épaisseur universelle nous a fait tilter parce qu'elle prouve que le mécanisme est universel, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça se passe. Vous mettez une région de formation d'étoiles à côté d'une explosion, à côté de plein de supernovae ou pas, n'importe où, vous avez toujours 0,3 années-lumière d'épaisseur, et la fraction de masse du filament qui donne naissance à des étoiles est toujours la même, à peu de choses près. Donc on a atteint un seuil en dessous duquel tout est universel. De la même manière, c'est pour ça qu'on peut parler de séquence principale, en quelque sorte, de la même manière que lorsque vous regardez une étoile, quelle qu'elle soit, massive, peu massive, bleue, rouge ou autre, quand elle est dans la séquence principale, c'est toujours E égale mc2, c'est toujours 0,7% de la masse libérée en lumière, c'est toujours la même chose. Même si les étoiles sont différentes, il y en a qui tournent plus ou moins vite, il y en a qui ont du champ magnétique plus ou moins fort, il y en a qui oscillent, il y en a qui sont des étoiles doubles, des étoiles triples, il y en a qui ont perdu leur enveloppe, peu importe. Arrivé au cœur de l'étoile, la physique est la même. Eh bien là, c'est pareil, on est en train de parler du fait qu'il y a une universalité de la microphysique, et cette universalité-là est nourrie, dans les deux cas, par ces échelles filamentaires qu'on trouve entre les galaxies et entre les étoiles. Mais maintenant, on a quand même un paradoxe. Je vous montre juste l'image pour vous illustrer ça, c'est que l'échelle de ces blobs, comme les échelles de ces régions où forment les étoiles, ces filaments, mais le paradoxe, c'est que les galaxies les plus massives s'éteignent. Alors, si on reprend cette idée des puits, plus une galaxie massive, plus le puits est creusé, moins elle est massive, moins le puits est creusé. Et ce que l'on constate, c'est que, ce diagramme c'est un petit peu compliqué, mais j'essaie de vous le dire en deux mots, on constate quelque chose de plus, pas uniquement le fait que ces galaxies-là sont mortes, mais on constate aussi le fait que lorsque vous comptabilisez la quantité de matière noire qu'il y a dans une galaxie, alors je ne rentre pas dans les... On pourra en discuter, mais comment on fait pour voir de la matière noire? D'ailleurs, il y aura une présentation sur la matière noire par Daniel Kuhn à la fin de ce cycle d'exposé. Eh bien, cette galaxie très massive, elle a une proportion de matière noire qui est 50 fois plus faible que ce qu'elle devrait... Pardon, excusez-moi. Une proportion de matière normale par rapport à la matière noire qui est 50 fois plus faible que ce qu'il y a dans l'univers en moyenne. C'est-à-dire que ça illustre bien le fait que la matière aurait dû tomber dans le puits gravitationnel de la matière noire, et n'est pas tombée. Parce que si vous preniez n'importe quelle région juste après le Big Bang, vous prenez 1 kg d'univers, vous avez toujours une fraction de matière normale et une fraction de matière noire. Il y a 6 fois plus de matière noire que de matière normale. 6 fois plus. Mais dans cette galaxie massive, au lieu d'être un facteur 6, c'est 50. 50 fois plus de matière noire. Pourquoi ? Et puis, si vous allez à la Voie lactée, notre galaxie, eh bien, de toutes les galaxies de l'univers, celles qui sont comme la nôtre, ce sont celles qui ont le plus de matière normale pour la matière. Il y a un pic là. Pourquoi? On ne sait pas. Mais de toute façon, ça reste un facteur 6 en dessous du facteur 6. Donc le facteur 6, c'est la barre noire ici. Et nous, on a 6 fois moins que ce qu'on devrait avoir de matière normale par rapport à la matière noire. Et puis si on va aux galaxies de petites masses, pareil, on retrouve un facteur 50, voire 100. Alors comment on comprend ça? On imagine la chose suivante. Imaginez maintenant que la matière tombe dans le puits des petites. Et puis, la quantité de matière monte, mais des étoiles explosent en supernovae. Les chocs des supernovae et la chaleur libérée par les supernovas s'opposent à cette... disons... repousse la matière interstellaire dans cette petite galaxie, et comme le puits n'est pas très creusé, si vous tapez dans l'eau, dans un petit creux comme ça, il y a une partie de l'eau qui va sortir. Et donc, on peut comprendre comme ça que l'eau ressort. Mais amusez-vous à faire ça maintenant. Vous êtes au fond d'un puits de 25 mètres, vous avez un petit marteau et vous tapez dans l'eau, et vous dites « je vais le vider ». Ça ne marche pas. Donc, on essaye tant qu'on peut, on fait des modèles avec des résolutions numériques aussi puissantes qu'on veut, on se heurte à la profondeur du puits, ça ne sort pas. Et donc, il est impossible que la matière soit tombée dans le puits, parce qu'on ne peut plus la faire sortir quand elle est tombée. Et comme elle n'y est pas, ou pas assez, il a fallu l'empêcher de tomber. Alors aujourd'hui, on pense
que la façon d'empêcher de tomber la matière, ce sont ces jets dont je vous ai montré tout à l'heure un exemple de la galaxie Messier 87, qui ont beaucoup d'énergie. Cette fois, ce n'est pas 0,7 MC2, ce n'est pas 0,7% de MC2, donc 0,0007 MC2. L'efficacité de conversion de la masse en énergie dans ces objets-là, quand la matière tombe dans un trou noir et fait ces jets, c'est 10%. Donc ce n'est pas 0,7%, c'est 10%. Donc c'est beaucoup plus efficace. Alors on pense que ça pourrait empêcher la matière de tomber, c'est-à-dire que ça sort de la galaxie et ça pousse la matière très loin avant qu'elle tombe. Mais comme vous voyez, le jet, il est très collimaté. Donc il faut que vous tiriez avec votre jet partout et dans toutes les directions, parce que sinon il y en a qui va tomber. Donc il faut arriver à l'empêcher. En plus, la matière tombe sous la forme de filaments, des cathéters. Donc il faut viser le cathéter. Donc, en principe, sur le plan énergétique, ce mécanisme-là marche, mais en pratique, sur le plan de ce qui se passe vraiment dans l'univers, c'est pas du tout évident. Le plus gênant, c'est qu'on trouve des trous noirs très très massifs qui peuvent provoquer des jets comme ça dans des galaxies très très lointaines. Donc s'ils étaient capables de tuer des galaxies, comment se fait-il que ces galaxies très lointaines seraient tuées alors qu'elles sont à une époque où elles sont toutes jeunes, elles n'ont pas encore obtenu leur masse. Donc il y a un problème de fond. Et souvent, on voit de la formation d'étoiles qui est provoquée par la pression engendrée par ces jets. Et on a des exemples de flambées de formation d'étoiles engendrées par la matière qui sort des trous noirs. Alors, moi, pour conclure, j'ai tendance à penser aujourd'hui que ce problème-là, que la plupart de mes collègues pensent être un problème qui se résoudra en tournant les bons boutons, en trouvant une façon de chauffer la matière, etc., est un problème de fond parce que les distances qu'on considère ici sont des distances où il n'y a pas beaucoup de physique complexe. Vous ne pouvez pas mettre beaucoup de champs magnétiques, de physique qu'on voit dans le milieu interstellaire. Et il est possible que si on est confronté à ça, c'est qu'on se trompe sur les puits de potentiel qui sont peut-être moins profonds que ce qu'on croit. C'est peut-être que la matière noire n'est pas la matière noire froide, faite de particules très massives qu'on pense, mais qu'elle est peut-être en partie faite de neutrinos, que peut-être que la gravité qu'on croit être parfaitement bien comprise est fausse, à un certain niveau, à une certaine échelle. Et donc, il y a des théoriciens qui réfléchissent à une façon de modifier la gravité pour expliquer la matière noire et l'énergie noire, et qui peut-être, s'ils expliqueront ça. Aujourd'hui, je pense que le paradoxe reste posé. D'un côté, une universalité entre les petites et les grandes échelles, des filaments, et d'un point de vue qualitatif, un nouveau paradigme où on comprend comment naissent les étoiles et les galaxies. Donc, aux sources de la lumière, ce sont ces filaments, ces cathéters qui nourrissent la matière. À l'échelle des galaxies, ces cathéters tombent dans les puits gravitationnels faits par la matière noire. Ça, c'est un nouveau paradigme qui est très sympathique, et on a envie de s'arrêter là. Mais, d'un point de vue quantitatif, ça ne marche pas très bien. Alors voilà, donc pour conclure, je montre cette image d'un certain nombre d'expériences qui vont bientôt regarder l'univers, le successeur du télescope spatial Hubble, le télescope de 39 mètres de l'ESO, etc., qui peut-être nous offriront un autre regard pour qu'on ait une autre façon de recevoir la lumière de l'univers. Merci. Alors merci beaucoup pour cet exposé très, très passionnant. En fait, est-ce que vous avez écrit un livre là-dessus? Oui, en fait, je l'ai soumis à... Enfin, je l'ai envoyé à Odile Jacob hier. Ah, d'accord. Alors quand est-ce qu'on pourra l'avoir en librairie? En fait, la première fois que je lui ai envoyé, il faisait 420 pages, et ils m'ont dit, c'est trop long. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils ont besoin qu'une idée, etc. Je leur dis, il ne faut pas prendre les gens que pour des abrutis. Mais bon, c'est l'éditeur. Donc maintenant, il fait 250 pages. On verra bien. Mais si jamais vous le lisez et que vous n'avez pas assez d'informations, j'étais en train de me dire que je ferais peut-être quelque chose sur Internet pour répondre, justement, pour rajouter des... Parce qu'il y a plein de choses que j'ai enlevées que je pourrais donner sur Internet. D'accord. Bon, bah, écoutez, maintenant, alors, on a perdu un peu de temps, mais c'était très passionnant, donc je ne vous ai pas interrompu. C'est vrai qu'on a la salle jusqu'à 21h, hein, j'insiste bien là-dessus, à 21h, il faut qu'on quitte les lieux, parce qu'après les gardiens s'en vont. Donc il nous reste une demi-heure quand même, une petite demi-heure pour répondre aux questions. Donc on va commencer par monsieur.
Ah bon, merci beaucoup pour cet exposé. Puis alors, ça renouvelle quand même tous les discours que j'ai pu entendre sur le sujet. Il y a quand même quelque chose que vous évitez, de temps en temps vous méprisez presque, c'est les chocs entre les galaxies. Quand vous regardez les analyses d'Hélène Courtois, hein, puis je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, mais un nom Brent encore, Tully. oui, encore plus célèbre qu'Hélène Courtois, et que vous regardez l'Aniakea, que vous voyez un cube de 500 millions d'années-lumière qui comprend 100 000 galaxies, plus 1 million de petites galaxies qui foncent toutes vers un attracteur central. D'ailleurs, curieusement, ça ne peut pas marcher comme ça. Il doit y avoir la même queue de comète à un autre côté. Vous vous apercevez quand même que toute la physique des galaxies, et même de création des étoiles, doit beaucoup tenir compte de ces continents. Je vais vous répondre à cette question parce qu'en fait, donc je vais restituer le contexte et pour répondre parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc c'est une étude qui a été faite pour non seulement regarder la distribution des galaxies comme je vous le montrais dans l'univers, mais aussi voir les vitesses à laquelle se déplacent les galaxies. Et puis les vitesses suivent les puits gravitationnels, etc. Et donc ils ont fait comme ça une carte des courants des écoulements des galaxies, et ils ont défini une région très grande qui est beaucoup plus grande que par exemple ce qu'on appelle un amas de galaxies. Et la masse de cette structure est très grande, etc. Malheureusement, une des difficultés qu'on a quand on fait ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est pas un bon mot parce que justement ça fait vulgaire, mais disons la diffusion des sciences, c'est qu'on est obligé de faire des raccourcis. Par exemple, Brent Tully avec Hélène Courtois, on a présenté ces résultats-là, par exemple au CEA, et j'ai dit à Hélène, justement, fais attention parce que tu fais un raccourci là, dans la façon que tu le présentes, qui pourrait conduire les gens à penser, en fait, ce que vous venez de dire. En fait, donc maintenant, ils vont le corriger, ils vont faire un nouveau film que vous allez voir bientôt. En fait, ce qu'ils montrent dans leur film, ce sont des vitesses, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important de répondre, qui sont corrigées de l'expansion de l'univers. Donc en fait, cette structure-là est en train de se détruire. Elle n'est pas du tout en train de se former. L'Aniakea est une structure qui, dans l'avenir, sera complètement détruite. Les plus grandes structures qui sont liées par la gravité sont les amas de galaxies, et du fait de l'énergie noire et de l'expansion accélérée de l'univers, la formation d'amas de galaxies est mise à mal. Mais l'Aniakea n'est pas une structure liée par la gravité, et n'est pas une structure en train de se former, est une structure en train de se détruire. Et c'est simplement, ce qu'on voit, c'est que vous avez l'expansion de l'univers, mais vous avez ce qu'on appelle des mouvements propres, c'est-à-dire les mouvements des galaxies dans l'expansion de l'univers. Et ce qu'on fait quand on regarde les grandes structures, c'est que on enlève l'expansion de l'univers pour voir les mouvements propres parce qu'ils nous informent des surdensités de galaxies. Donc c'est vrai que cette région-là est intéressante, elle est plus dense, etc., parce qu'elle crée des mouvements propres. Mais le mouvement propre, ça va être ça, et l'expansion, c'est ça. Et donc en pratique, quand vous enlevez ça, vous voyez que les objets font ça, mais en réalité, comme ils font tous ça, le vrai mouvement qu'ils font, c'est ça. Mais il faut corriger de ça pour voir la structure, et c'est seulement quand on le corrige qu'on peut voir ces flots qu'ils voient. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était nécessaire pour voir ces structures, mais en réalité, ça peut faire croire aux gens que c'est une structure qui se forme. Et si c'était vrai que cette structure se formait, alors toute notre cosmologie serait fausse. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il faudrait changer la gravité, il faudrait mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de matière noire, etc. Mais en réalité, non, cette structure se détruit. Oui, mais une structure, c'est une structure. Hein. Non, c'est pas une structure. Elle n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même cette espèce de queue de comète qui va vers le grand attracteur. Non. Et il ne faut pas me dire que l'expansion de l'univers, qui est minuscule sur 500 millions d'années-lumière, vous voyez, va me non, c'est ce que je vous dis, ça ne tombe pas dedans. Des galaxies qui ont des vitesses propres vers ce grand attracteur qui sont entre 600 et 1000 km par seconde. Oui, mais c'est rien dans un amas de galaxies. L'expansion de l'univers, ça va être peanut, ça va être une cacahuète. L'expansion de l'univers, c'est des millions de kilomètres par seconde. Des galaxies. Non, il y a pas. Vous verrez, elle va faire un film prochainement. Effectivement, votre logique est correcte, c'est-à-dire que si c'était vrai que ça tombait dedans, ça serait un problème. Mais c'est pas vrai. Mais la structure montre que ça tombe quand même. Il y a un article qui vient d'être publié par des scientifiques qui ont, justement, même dans le monde scientifique,
ont dit que même pour nous, c'est gênant, la façon dont vous dites les choses, et moi je les aime beaucoup, hein, mais ils ont dit, c'est tellement gênant, même pour les scientifiques spécialisés, qu'ils ont écrit un article en disant l'Aniakea n'existe pas, enfin, ils ont un peu provoqué, n'est pas une structure liée par la gravité. Ils ont montré d'autres structures, ils ont dit, ce qui était évident, parce que sinon, mais ils ont quand même écrit un article pour pas de vulgarisation, donc pour les scientifiques, où ils expliquent à quel point l'Aniakea n'est pas une structure. Donc, il n'y a pas de souci là. Il y a beaucoup, je vous rassure, des questions auxquelles on ne peut pas répondre, il y en a beaucoup. Je ne vous dis pas que la gravité d'Einstein est parfaite, je ne vous dis pas que la matière noire, on sait ce que c'est. Je suis ouvert à tout, mais je vous dis juste que ce truc-là, l'Aniakea, on ne peut pas l'utiliser pour contrecarrer ça. Et moi, je demande que ça, de contrecarrer ce qu'on croit. Moi, j'adore ça. Mais si je le fais avec ça, on va me tuer, parce que ça ne marche pas. Donc la structure de comète, hein, dont la tête est le grand attracteur, c'est une structure hasardeuse, tout à fait... ah non, je ne dis pas que c'est hasardeux. Qui n'a aucun lien avec la gravité. Non, attention, j'ai pas dit... Bon, on va arrêter là-dessus, mais je ne dis pas que c'est aucun lien avec la gravité. Hein. Le fait qu'il y ait des objets qui bougent sous la gravité, ça ne veut pas dire qu'ils sont liés par la gravité. Non, mais là, je suis désolé, je suis allé dans un parti technique parce que il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce communiqué de presse et qui ont été troublés par ça. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation, elle était superbe. Je voulais juste avoir une petite information. Là, quand on voit les grumeaux sur les vues très profondes de l'univers, est-ce qu'on ne peut pas avoir en fin de compte plusieurs vues d'une même galaxie à différentes dates? C'est-à-dire que quand on regarde à un moment donné dans ce fond très profond de l'univers, on voit une galaxie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la revoir ailleurs, à un autre endroit de la galaxie, du fait qu'elle soit déplacée et que le temps de la lumière? Et dans ce cas-là, comment on peut déterminer que la masse totale corresponde... Donc en fait, on ne voit un même objet qu'une fois, sauf si l'espace était, comme l'avait proposé à une époque Jean-Pierre Luminet, complètement courbé, et on verrait des trajets lumineux différents. Mais maintenant, ça a été... Il reconnaît, ça ne marche plus avec les données de Planck. Mais on fait quand même ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de voir l'ancêtre de notre galaxie, la Voie lactée, il y a 1 milliard d'années, il y a 2 milliards d'années, etc. Et alors, il y a différentes techniques pour remonter aux ancêtres d'une même galaxie. Par exemple, à une certaine époque, par exemple, on peut prendre toutes les galaxies qui ont la même masse pour avoir une idée des propriétés caractéristiques d'une galaxie de cette masse-là. Donc, voilà. Maintenant, on se dit, cette masse-là, comment elle va devenir demain? On se dit, elle forme tant d'étoiles. En 1 milliard d'années, elle aura grossi de temps. Si elle continue de manger de la même manière, elle sera comme ça. Et après, on regarde les galaxies comme ça et on les compte. Et on se dit, dans 100 millions d'années-lumière, combien de galaxies plus grosses que celle qui est plus loin, mais comme devrait devenir celle qui est plus loin, je trouve. Et je prends la même boîte, mais maintenant un peu, qui suit l'expansion de l'univers, pour garder la même région, et je compte. Et si je vois qu'il y avait 103 galaxies dans la première boîte, et qu'il y a 103 galaxies un peu plus grosses dans la deuxième, je me dis, ah, ça doit être les descendants. Et donc je compte comme ça, puis après je regarde quelle est leur distance caractéristique les unes par rapport aux autres, parce qu'elles n'ont pas une capacité de s'éloigner beaucoup les unes des autres. Et là, je me dis, ah, c'est le même type de distance caractéristique, donc c'est l'ancêtre. Alors, c'est pas parfait, mais comme ça, on remonte aux ancêtres. Et après, on dit, maintenant qu'on a les ancêtres, on va dessiner l'histoire d'une galaxie. Et on regarde son histoire, et puis donc on a des histoires des galaxies comme ça. Mais c'est difficile cet exercice, mais effectivement, c'est notre objectif final, ça. Vous travaillez sur des données numériques, essentiellement. Et qu'est-ce que vous appelez des données numériques? Oui, c'est pas sur des photos elles-mêmes. Alors, l'astronomie, au début, c'était des plaques de Schmidt, des plaques photo. Et avec les CCD, avec la révolution des CCD, on a été capable... Déjà, une plaque photo permettait de collecter plus de lumière que ce qu'on voit avec l'œil. Avec les CCD, on a été capable de voir des milliards de fois mieux que ce qu'on verrait déjà avec l'œil au cul de la lunette, comme on dit. Et donc, maintenant, on ne regarde plus jamais à l'œil, ni avec une photo, mais avec un CCD qui va accumuler la lumière pour aller voir des objets très très faibles. Dans le domaine des rayons X, certains noyaux actifs qui sont des objets avec des trous noirs, qui produisent des quantités énormes de lumière, de l'univers lointain, sont vus avec 1, 2, 3 photons.
C'est-à-dire que vous avez des images où les gens vous disent, à cet endroit-là, il y a une galaxie de telle masse, à telle époque de l'univers, etc. Et vous lui demandez, mais t'as quel flux de lumière? Il me dit, j'ai 3 photons. Donc ça arrive à ce point-là. Vous pourriez dire que c'est un peu difficile de croire que 3 photons, mais bon, oui, effectivement, les CCD arrivent maintenant à voir des choses extraordinaires. Et surtout qu'il y a du bruit. Et il y a une image qui est troublante, c'est l'image fossile de l'histoire passée des galaxies, qui est celle-ci. Donc vous avez ici des galaxies normales, comme on pourrait les voir dans la... Bon. Et puis avec maintenant l'intégration très très longue avec des CCD, voilà ce qu'on voit. On voit des coquilles tout autour, bon, avec la lumière on voit pas très bien, mais tout autour de ces galaxies qui montrent l'histoire passée d'interactions, de chocs de galaxies, etc., et qui vont à des distances beaucoup plus grandes que la galaxie elle-même. La galaxie est toute petite ici, et puis il y a des chocs qui vont très très loin, et vous en avez dans plein de galaxies, pas toutes, mais un certain nombre, qui montrent qu'il y a eu des rencontres violentes de galaxies quand même. Et donc ça, on ne le voit maintenant qu'avec une sensibilité extraordinaire. On a vu qu'il y a parmi les galaxies là, dont vous avez parlé, il y a des galaxies régulières, elliptiques, spiralées, il y a même des spirales barrées, je crois. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces formes différentes? Alors, on a longtemps catégorisé les galaxies dans différents types morphologiques, et puis on a essayé de comprendre, et puis après, on s'est rendu compte que les galaxies de l'univers lointain étaient toutes difformes. Et donc, on a abandonné ce classement parce qu'elles sont très vite difformes. Maintenant, l'origine de la formation des disques de galaxies, c'est un problème en soi, parce que lorsque de la matière, par exemple diffuse, tombe dans une galaxie, on peut imaginer qu'elle va commencer à tourner, ou bien lorsque 2 galaxies passent l'une à côté de l'autre, ça la fait tourner par un effet de marée, et ça crée une rotation, puis la rotation fait que la vitesse à l'équateur étant plus rapide qu'au pôle, eh ben, la gravité s'exerce plus efficacement au pôle parce qu'il y a moins d'inertie qui s'oppose à la gravité et ça va s'aplatir. Celui qui avait imaginé ça d'ailleurs très tôt, c'était Emmanuel Kant, et c'est comme ça qu'il a imaginé que la bande laiteuse qu'on voyait, c'était un disque. Et donc ça crée un disque. Le problème, c'est que ce disque-là, il va être chahuté par la présence d'autres galaxies qui vont passer à côté, qui vont casser ce moment angulaire, enfin cette rotation. Et puis, la matière qui tombe n'a pas de raison de tomber toujours dans le sens de la rotation. Elle peut tomber dans l'autre sens si c'est des cathéters. Donc aujourd'hui, personne ne sait faire la Voie lactée à l'ordinateur. C'est-à-dire que même si vous avez un certain nombre de boutons pour faire, on ne sait pas faire un disque fin qui survit longtemps comme ça. On ne sait pas le faire aujourd'hui. Donc la formation d'une galaxie spirale, c'est quelque chose dont on n'aime pas trop parler. Excusez-moi d'avoir posé la question. François Sand dit que c'est quand même 2 chocs de galaxies. Et deux galaxies qui se rencontrent, elles s'arrachent leur trou noir. Il y en a une qui n'a plus de trou noir parce que la plus massive a bouffé l'autre. Et elle dit que ça fait une galaxie spirale. Non, les rencontres de galaxies peuvent participer à la formation de galaxies spirales parce qu'effectivement, quand elles se rencontrent, il y a ce qu'on appelle des effets de marée qui créent de la rotation. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que une galaxie comme la Voie lactée, et vous pourriez lui poser la question à Françoise, qui a un disque fin et très grand, il va être chahuté plusieurs fois. Il n'y a pas de raison que les autres rencontres viennent dans le même sens et puis que ça fasse un disque très fin. Le seul moyen de faire un disque fin, c'est de le faire avec du gaz. Si vous mettez des étoiles dedans, les étoiles ne verront jamais, elles feront un disque épais. Pourquoi? Parce que les étoiles, quand elles tombent, l'énergie potentielle devient l'énergie cinétique. Et elle augmente. Il n'y a aucune raison que ça devienne très fin. Alors que le gaz, lui, par tous les mécanismes dont je parlais de refroidissement, peut s'écraser. Donc il faut que vous fassiez ça tôt, avec du gaz, sans étoiles. Et si vous faites ça avec des fusions, il y a des étoiles. Et donc vous n'y arrivez pas. Donc, on ne sait pas le faire. C'est désolant, mais... Allez-y. Les anneaux de Saturne, je ne sais pas s'ils n'arrivent pas à le faire maintenant. Non, mais Saturne n'est pas régulièrement embêté par d'autres planètes qui passeraient dessus. Tandis que les galaxies, si. C'est ça le problème de la survie. Mais je ne sais pas, peut-être que dans Saturne, ils supposent que les anneaux n'auraient pas dû vivre aussi longtemps. Ils sont très fins aussi, mais là, je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas.
Oui. Quelle est la différence entre la matière noire et les baryons noirs? Très bonne question. Merci d'avoir posé la question. Ça sera dans mon livre, mais je le dis quand même tout de suite. C'est pour ça que je dis toujours, on dit matière noire et énergie noire et baryon noir. La matière normale a longtemps été appelée baryon, du grec bario, qui veut dire lourd, ce qui pèse, et c'est les neutrons et les protons, parce que c'est ce qui fait le poids. Il se trouve que la matière lourde, maintenant, c'est pas celle-là, c'est la matière noire. Mais pendant longtemps, on a appelé bario ça. Donc ce qu'on appelle baryon, déjà, c'est nous, c'est la matière normale. Alors, pourquoi on appelle ça des baryons noirs? Parce que on est capable de quantifier la densité de matière normale qu'il y a dans l'univers avec au moins deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Pendant les 15 premières minutes de l'histoire de l'univers, vous savez quelle température régnait dans l'univers, et donc en fonction de la densité de la matière normale, l'efficacité avec laquelle vous allez faire de l'hydrogène, du deutérium, du lithium, des atomes lourds, va être plus ou moins grande selon la densité de matière. Et donc, vous pouvez, grâce à la proportion d'atomes légers dont on sait qu'ils sont nés au cours de la nucléosynthèse, de la formation des premiers noyaux d'atomes pendant les 15 premières minutes de l'univers, on les compte dans l'espace et on se dit, bon bah, ça a été fait avec telle efficacité, et avec ça on en déduit une certaine densité. C'est à peu près, ça fait à peu près 5% de ce qu'on appelle la densité critique, qui était la densité qui aurait fait que l'univers se refermerait sous l'effet de la gravité s'il n'y avait pas eu d'énergie noire. Mais bon, une densité. Ça, c'est une chose. Et après, vous regardez maintenant les grumeaux rouges et bleus qu'a vu Planck, cette fameuse oscillation de la matière. Et la matière, là, pour le coup, ça va être plus facile. Si je fais ça, là, vous pouvez fermer les yeux, vous saurez lequel est le métal, lequel est le bois. D'accord ? Donc, en fonction de la qualité de la densité de la matière, la résonance ne va pas être la même. Eh bien, les résonances, c'est-à-dire les fréquences aiguës et graves du plasma primordial dans les puits gravitationnels faits par la matière noire, la matière qui oscille là-dedans, cette fréquence-là dépend de la densité de matière. Si c'est du bois ou du métal, ça ne va pas osciller pareil. Et vous utilisez ça pour calculer la densité, c'est-à-dire la masse par unité de volume de matière normale, de baryon. Et vous trouvez de nouveau 5% de la densité critique. 4,8%, mais à 0, et quelques près, la même que l'autre, qui est une autre méthode complètement indépendante. Donc quand vous faites ça, vous savez maintenant combien vous avez de matière normale dans l'univers. Et puis ensuite, vous regardez maintenant dans l'univers autour de vous, vous comptez la matière normale. Vous avez des étoiles dans les galaxies, vous avez du milieu interstellaire dans les galaxies, et vous avez du milieu intergalactique qui produit un peu de lumière pour celui que vous pouvez voir. Et vous comptez tout ça, ça fait 10% de ces 5%. Donc ça fait 0,5% de la densité critique. Donc 90% des baryons de la matière normale sont noirs. On ne sait pas où ils sont et ils ne font pas de lumière. Et c'est un défi pour les années à venir que d'essayer de voir les baryons noirs. Et donc si on comptabilise matière noire plus énergie noire plus baryon noir, le secteur noir, comme on l'appelle, ça fait 95% du contenu énergétique de l'univers. 70% d'énergie noire, 25% de matière noire et 4,5% de baryon noir. Et il vous reste que 0,5 que vous voyez. Et vous déduisez tout le reste avec ce que vous voyez. Donc c'est ça les baryons noirs. C'est de l'hydrogène. Ah non, c'est de la matière normale, hein, c'est de l'hydrogène, etc. Quand on dit on ne sait pas, c'est pas qu'on ne connaît pas sa nature, mais on ne sait pas s'il est chaud, s'il est froid, s'il est dense. C'est ceux qui ne tombent pas dans les galaxies qui devraient tomber s'il était dans l'état qu'on pense qu'il devrait avoir. Bonsoir Monsieur Elbaz, merci pour cet exposé très intéressant. Je précise déjà que je suis complètement néophyte et j'ai découvert ça pratiquement ce soir et je trouve que c'est passionnant. Donc j'ai quasiment tout compris, c'est déjà bien. Ah bah c'est super. Et donc j'avais une question très basique, à savoir donc la lumière fossile, si je comprends bien, c'est une lumière, si jamais on arrive à l'endroit où elle existe, qui n'existe plus effectivement aujourd'hui. Alors parce que j'ai employé à différents moments. À quel moment vous faites référence pour lumière Alors par fossile? exemple là quand je vois dans la photo, lumière Celle-là fossile, mais voilà. Ah non, le mot c'est un peu triché là. C'est ce que j'appelle lumière fossile, c'est parce que
la lumière qu'on voit là garde la mémoire de choc. C'est comme un fossile. Le fossile, il est vraiment physiquement là, mais il a la forme qui traduit quelque chose. Et là, la forme du fossile, ici, vous montre qu'il y a des chocs, vous voyez, il y a des trucs circulaires. Ça, c'est typique de choc, ça ne peut pas être juste de la matière. Et ces chocs-là, on ne pouvait pas savoir qu'ils avaient eu lieu si on n'avait pas vu cette lumière très très diaphane qui est très très dure à percevoir. Et en l'apercevant, on se rend compte que cette galaxie-là a dû rencontrer d'autres galaxies qui ont fait des chocs. D'accord. Le mot fossile, c'est un peu... Donc c'est un passé, en fait, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'on peut voir avec des appareils... Non, là, la lumière, on la voit vraiment, elle est vraiment là, c'est juste que la matière qui fait cette lumière, la lumière que vous voyez là, elle est émise par de la matière. C'est pas de la lumière qui aurait, par exemple, qui aurait suivi un processus physique particulier. Il y a vraiment de la matière qui est là, mais cette matière qui rayonne cette lumière-là a été poussée lors des chocs et elle a été poussée dans une forme géométrique qui traduit ces chocs. Mais c'est de la lumière émise par de la matière normale. Il n'y a pas un processus d'émission de lumière particulier. D'accord. Et donc, je voulais en arriver en fin de compte sur le fait que j'ai entendu, il paraît qu'on peut remonter à l'origine du Big Bang avec des appareils spéciaux, donc dans l'espace, qui voient très loin, à cause de la lumière qui traverse l'espace, mais qui, à l'origine, déjà n'existe plus, mais qui nous arrive aujourd'hui. Enfin, voilà. Et je voulais savoir s'il était possible de voir, donc dans le passé toujours, en se mettant à une égale distance de la Terre, de voir ce qui s'était passé sur la Terre, ne serait-ce qu'il y a 2000 ans, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas, parce que nous... quelqu'un qui est à 2000 années-lumière de nous voit la Terre telle qu'elle était il y a 2000 ans. Mais nous, on ne peut pas... imaginons qu'ils prennent une photo de la Terre telle qu'elle était il y a 2000 ans et qu'ils nous l'envoient. Il va falloir attendre que la photo arrive. Donc, mais il serait possible donc de voir ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la Terre avec la lumière qui avait été projetée à ce moment-là. Il y a des gens sur des planètes lointaines qui existent peut-être et qui voient peut-être avec des télescopes plus sophistiqués que nous la présence d'une atmosphère d'oxygène sur Terre. Et on sait aujourd'hui, on pense qu'il est impossible qu'une planète ait une atmosphère d'oxygène s'il n'y a pas de la photosynthèse. Donc ils doivent se dire, là il y a de la vie, et qui se sont dit, bon, on va regarder ce qu'il y a là, et puis qui captent nos émissions de radio, nos émissions... Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette conférence. Voilà, exactement, c'est ce que Voilà. Je voulais savoir juste ça. Nous, on a déjà de la transmission de pensée, alors imaginez eux. Voilà, exact. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais savoir. J'arrive. Oui, merci pour la conférence. C'est juste pour savoir la taille du futur satellite qui va prendre la place du futur télescope qui va prendre la place de Herschel. C'est quoi le diamètre? Non, il n'y en a pas. Ah bon, celui que j'ai montré, le futur, c'est le JWST, c'est le successeur du télescope spatial Hubble. Lui, c'est 6,50 m. Mais donc ça sera et c'est plusieurs miroirs, c'est pas en un bloc comme Herschel, mais il regardera dans l'infrarouge proche pour voir la lumière décalée vers le rouge des premières générations d'étoiles et de galaxies. Et ça sera lancé en 2018 par la NASA. Le successeur de Herschel, on fait tout notre possible pour qu'il y en ait un, mais la crise économique affectant aussi les budgets de l'astronomie, je suis moi-même dans un comité là pour donner un point de vue sur un successeur qui est proposé par les Japonais et l'Europe. On se réunit le 15 juillet. Et donc... on ne sait pas s'il y en aura un. Alors voilà, peut-être une dernière question. Hein. Je suis désolé, mais c'est très intéressant, mais il est moins 10, là, bientôt. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'à 21h précise, qu'il n'y ait plus personne au palais. Voilà. Donc peut-être une dernière question, et après on se dira au revoir. Alors qu'est-ce qui veut poser la dernière question? Personne? Ah si, là-bas. Je Voilà. voulais proposer une petite histoire pour la science-fiction. Attendez, j'apporte le micro. Je voulais proposer une petite histoire, vous qui êtes romancier, pour la science-fiction. Rien ne devrait interdire qu'il y ait des miroirs dans l'espace, faits par
des masses gravitationnelles 1, qui nous renverrait l'image de la Terre d'il y a 2000 ans, d'il y a 10 millions d'années, un miroir, vous voyez? Alors, très moche. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, on pourrait remonter dans le passé de la Terre si jamais vous en tant que romancier science-fiction, vous imaginiez ce genre de miroir. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quand si un extraterrestre qui reçoit l'image de nous aujourd'hui, il est à 2000 années-lumière, donc il voit où notre passé il y a 2000 ans, et puis ça mettra 2000 ans pour que ça nous arrive, mais on peut imaginer qu'il était il y a 4000 ans, il a vu ça, ça a mis 2000, puis il nous l'envoie, et qu'aujourd'hui on est en train de recevoir un message de ces extraterrestres-là. Ça a été déjà écrit, c'est Carl Sagan, ça s'appelle Contact. Mais il est pas bête le type. Oui. Bon, il a fait ça, un miroir d'onde radio, lui. Il a dit qu'il nous renvoyait nos émissions. Non, un miroir, d'accord, vous voulez dire qu'une partie de l'univers qui réfléchit. Pourquoi pas? Mais bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Peut-être que des galaxies réfléchissent de la lumière d'une certaine manière. Oui, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Nous allons nous quitter. Merci.